Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont dans la salle. Bonjour à ceux qui sont effectivement derrière la caméra, parce que donc notre conférence et notre table ronde est filmée en direct pour tous les sociétaires qui voulaient effectivement et les invités voulaient se connecter à cet événement. Donc je tenais effectivement à inaugurer de nouveau notre traditionnelle conférence, étant donné que la dernière date de 2019. Il faut quand même se rappeler que depuis, il n'y en a pas eu. Et je voulais aussi être complètement, alors, comme dans l'air du temps, descriptif. C'est le mot effectivement adapté. Mais au-delà de ça, c'est aussi, on est en complète mutation. On est en fin de cycle depuis effectivement la Renaissance. On est dans des grands changements de société, d'habiter, de mutation au niveau technologique, numérique, digital, de transformation des matériaux utilisés, du réemploi. Enfin, on est dans une révolution complète de notre profession, de où on va, de technologie. Et donc j'ai voulu effectivement inviter un spécialiste pour nous ouvrir un peu les yeux, enfin ouvrir, pas un peu les yeux, mais en tout cas nous faire un changement de paradigme et nous interpeller, peut-être même nous choquer ou même peut-être nous angoisser, mais en tout cas on a cette responsabilité au niveau du conseil d'administration de la CAM et de la CAM d'être effectivement dans ce changement et dans ces explications du futur. Et donc du coup je vais inviter François Bélanger. François, voilà. Donc François est un spécialiste de l'innovation et de l'urbanisme. L'intérêt qu'il porte aux problématiques de société moderne l'amène à créer Transit City. Tu nous en donneras quelques mots. Alors, on a 15 minutes de retard, donc vous accepterez qu'on décale de 15 minutes le lunch. Ça me paraît important que cette conférence et table ronde aille jusqu'au bout. Et on a beaucoup travaillé avec François, Cédric et Stéphane, et bien sûr l'équipe de la CAM sur ce sujet. Donc voilà, à toi. François. Merci de ton accueil, merci à vous d'être aussi nombreux. Comme on a 15 minutes de retard, on va démarrer très vite. Oui, la question c'est d'essayer de se dire c'est quoi habiter demain et pourquoi il faut tout remettre à plat. Pourquoi il faut tout remettre à plat? Parce que en gros, globalement, on est en train de vivre deux révolutions qui vont qui réinterrogent à peu près tout ce qu'on a fait. D'abord, la première révolution industrielle, c'est celle qui fait du numérique et qui est en train de remettre à plat, vous inquiétez pas, et après c'est que des images, qui est en train de remettre à plat ce qu'on fait depuis 2 siècles. Qu'est-ce qu'on fait depuis 2 siècles? En gros, la ville, la façon de construire, ça s'est défini au milieu du 19e avec la première deuxième révolution industrielle. Vous reprenez les images de ce que vous pouvez voir au musée d'Orsay de la ville du 19e siècle, c'est la ville aujourd'hui. Vous avez les gares, les grands magasins, vous avez même les gilets jaunes déjà à l'époque. Le bobo, là, vous lui enlevez son chapeau, son parapluie, vous lui mettez un téléphone, vous mettez des voitures. C'est le Paris d'aujourd'hui, c'est le Strasbourg d'aujourd'hui. Le terrain urbain aujourd'hui, il n'a pas bougé en gros depuis un siècle et demi, et les promoteurs produisent de la ville, on produit de la ville comme on en produisait il y a à peu près 1 siècle et demi, 2 siècles. Le logement, c'est la même chose. Ça, c'est du Haussmann. Haussmann, c'est une vraie révolution. Il y a une nouvelle classe qui prend le pouvoir, ce sont les bourgeois, et donc on crée un nouveau type de logement parce qu'on crée un nouveau type de ville, et donc on invente le logement tel qu'on le connaît aujourd'hui avec le couloir, la chambre des parents, la chambre des enfants, c'est une nouveauté. Avant, il y avait la ferme, il y avait les châteaux, il y avait la maison de l'artisan, puis tout ça n'existait pas. Et globalement, en gros, ces plans qui datent de 1860, 1870, c'est ce que font Bouygues aujourd'hui, c'est ce que font Nexity aujourd'hui, c'est ce que font tous les promoteurs. Ils n'ont pas bougé en gros depuis 200 ans. La seule différence entre ce que faisait Haussmann et ce que font les promoteurs aujourd'hui, c'est la salle de bain. Voilà. Donc c'est pas dramatique. Et puis la loi Pinel a maintenu un peu cet état de fait. 50% du logement neuf est vendu à des fiscalisations, donc il n'avait strictement aucun intérêt à innover. Voilà. On est probablement dans le logement un des secteurs urbains qui a le moins innové à peu près depuis 200 ans. Voilà. Et vous reprenez aujourd'hui la moitié des plans qui sortent aujourd'hui chez les promoteurs, je les connais bien, certains sont de mes clients. C'est exactement ça, il n'y a pas eu de différence, on était jusque-là en tout cas sur un schéma qui s'est inventé à une certaine époque. Si vous prenez le cas du travail, c'est la même chose, l'invention du bureau et l'invention de l'usine datent aussi de ce milieu du 19e siècle. Là vous reprenez les images de bureaux, c'est les espaces de coworking d'aujourd'hui, c'est les tiers-lieux d'aujourd'hui, on pourrait prendre ça, et il y a simplement la forme de la machine à écrire qui a changé, on a un ordinateur, mais globalement les espaces de bureaux s'inventent à ce moment-là, et si vous prenez les usines, c'est la même chose. On invente ça, fin 19e, avec la proto-industrie. Vous allez aujourd'hui dans une usine, par exemple l'usine Scania des camions à Angers,
voilà, c'est travailler à la chaîne comme on en faisait il y a un siècle et demi. Alors aujourd'hui, c'est plus propre, c'est plus silencieux, mais globalement, le système industriel, il s'est inventé il y a un siècle et demi, 2 siècles, et on n'a pas bougé là-dessus. Voilà. Si vous prenez la mobilité de la ville, bah, c'est exactement la même chose. Hein. Au départ, c'est la vapeur, donc c'est la ville qui s'étale. Et puis après, vous avez la réduction de l'électricité, c'est la ville qui monte. Bah, quand vous travaillez aujourd'hui, comme ça m'arrive de le faire pour des constructeurs automobiles ou pour des constructeurs qui ont d'ascenseurs, vous n'êtes pas en danger. Hein. Ils reproduisent simplement des modèles qui ont un siècle et demi, demi-siècle. Il n'y a pas eu de rupture fondamentale sur la façon de faire la ville. Si vous prenez la nature, on va en parler un peu, des jardins, bah, c'est à cette époque-là qu'on sent que comme la ville se croit qu'il y a des usines qui polluent, ben, on a besoin de mettre de la nature, donc on invente les parcs et jardins, voilà, ouverts à tout le monde. On invente la révolution industrielle, on invente le sport, donc on invente les stades. Avant, il n'y a pas de sport, ce qu'on appelle le jeu, ça se fait partout, mais le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça s'invente par les Anglais au moment de la révolution industrielle. Voilà, comme on se dépense plus, enfin, je parle des bourgeois ou des gens riches, ben, on se dépense d'une autre façon, donc on invente la compétition. Il y a le chronomètre, hein, c'est le temps de l'industrie face au temps religieux, donc on invente les stades. Et puis on invente les lieux de vacances, les stations de ski, enfin les stations de montagne, peut-être pas les stations de ski, et les stations en bord de mer, voilà, avec le casino, le grand hôtel. Moi, j'ai vu une partie de l'année avec Pérouse-Guirec, le maire vient de nous faire un plan pour réaménager la ville, c'est un casino et c'est un grand hôtel, hein. Ça n'a pas changé depuis 150 ans, je vous le dis parce que je lui ai dit en face évidemment. Voilà. Donc on était peinard, c'est-à-dire qu'en gros depuis 150 ans, pas nous personnellement, mais globalement quand vous étiez un acteur urbain, vous étiez peinard parce que ben, on reproduisait ça. 100 ans après, vous preniez 1970, 60, voilà, le bureau n'a pas changé, l'appartement n'a pas changé, la forme a changé, la gare n'a pas changé, le stade il a pris une autre forme, éventuellement la tour du bureau est montée, le centre commercial est passé en périphérie, on fait les 60 ans de l'hypermarché aujourd'hui. Le seul bâtiment neuf, c'est Orly, là c'est la photo, parce qu'évidemment en 61, bah, en 1861, l'avion n'existait pas, donc on invente l'aéroport. Donc on est tranquille, c'est-à-dire que quand on analyse la ville, on a des trucs super par silo. Voilà. Alors vous avez des lieux pour habiter, vous avez des lieux pour travailler, des lieux pour consommer, des lieux pour manger, des lieux pour faire du sport, pour s'amuser, voilà. Et puis entre les deux, bah, comme on se déplace, on appelle ça le transport. Voilà. Et ce qu'on est en train de vivre en fin de compte aujourd'hui, c'est la fin de cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en gros, depuis à peu près 150 ans, 200 ans, c'était clair, c'est bien une fonction et un lieu, et on a créé ça au moment de la première et deuxième révolution industrielle. Cette grille de lecture ne fonctionne plus parce que le numérique a tout fait exploser. Aujourd'hui, c'est l'individu qui est en train de prendre le pouvoir, c'est l'individu qui détermine ce qu'il veut faire. Voilà. Et on l'a vécu avec comment ça s'appelle, la Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous promenez dans une ville, vous ne savez pas ce que c'est qu'une ville. Quand vous regardez un immeuble, vous ne savez pas si c'est des bureaux, si en fin de compte il y a du logement, mais s'il y a du logement, s'il y a du télétravail, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous devenus des PME ambulantes. Voilà. On fait à peu près ce qu'on veut, comme on veut. C'est-à-dire qu'un piéton, il y a 20 ans, il était soumis à la ville. Il était soumis aux vitrines. C'est-à-dire que quand il voulait acheter, il dépendait du magasin. L'autre jour, j'étais à Toulouse, il y a quelqu'un qui me dit « Monsieur Bélanger, je suis de l'emplacement numéro 1 de ma ville. » Ouais, il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, en effet, il y a 20 ans, tu décides à quelle heure tu ouvrais ton magasin, ce que tu mettais dans ta vitrine, les prix de ton magasin. Mais moi, aujourd'hui, sur mon téléphone, tu as 300 produits. Moi, j'ai donné 300 000 dans mon téléphone via Amazon. C'est-à-dire que j'ai pris le pouvoir parce qu'on m'a donné un outil qui me donne de l'autonomie, et comme à chaque fois qu'on me donne un outil qui me donne de l'autonomie, je m'en empare. On a inventé le livre, ça m'a autonomisé par rapport à l'église. On m'a donné les lunettes, ça m'a permis de m'autonomiser par rapport au regard des autres. On m'a donné une voiture, ça m'a permis de m'autonomiser par rapport au transport collectif. On me donne un outil aujourd'hui qui s'appelle le téléphone mobile, qui me permet de m'autonomiser et de me mettre en situation de mobilité, faire ce que je veux quand je veux. C'est le téléphone, c'est nous. Voilà. Ce qui nous manquait, c'était juste le Covid qui fasse basculer. Mais on l'avait déjà, ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir quand vous voyez un piéton ou quelqu'un qui est en terrasse d'un café, est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Le numérique a fait basculer, est en train de faire basculer le pouvoir, en fin de compte, au sein de chaque individu. Voilà, et donc on va le voir, et c'est cette destruction, en tout cas, de tout ce qui s'est passé. Alors je ne dis pas que l'ancien modèle meurt, mais il y a aujourd'hui, il y a deux modèles, parce que on est dans ce système-là. C'est-à-dire qu'avant, on était soumis à la ville, on était soumis à du fixe, on était soumis à l'usine, au bureau, à tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, potentiellement, je dis potentiellement, on a ce plan B, voilà. Et aujourd'hui, un individu, il y a 15 ou 20 ans, vous demandiez à un jeune, c'est quoi la mobilité, ton autonomie, il disait ma bagnole, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il dit ma paire de baskets et mon téléphone.
Et on est tous là-dedans, globalement. Donc c'est aujourd'hui l'individu, et c'est toute la difficulté, et c'est aussi la difficulté du politique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pris chacun à notre façon, on a pris le pouvoir, et on s'autonomise de plus en plus par rapport à du construit et du fonction qui se sont établis il y a maintenant pratiquement 2 siècles. Voilà. Et en fin de compte, le Covid n'a fait qu'accélérer ça, ce qui est normal, parce que chaque révolution urbaine, c'est quoi? C'est 2 trucs. C'est toujours une nouvelle technologie qui a besoin d'un défi sanitaire pour que ça devienne une révolution urbaine. C'est quoi, Haussmann? En fin de compte, la vapeur, elle était déjà là, mais il y a eu le défi sanitaire du choléra, parce qu'en fin de compte, il y a, juste avant qu'Haussmann prenne le pouvoir, et Haussmann va en connaître 2 vagues de choléra, Paris perd tout d'un coup 170 000 habitants, et puis 140 000 habitants, voilà. Donc il y a besoin d'aérer. Voilà, et puis il y a la révolution industrielle, il faut faire des usines, il faut faire les chemins de fer. Donc on transforme Paris, et ce qui accélère cette transformation, c'est évidemment le défi sanitaire. Il faut aérer, il faut donner de l'air, et donc on arrive dans cette révolution qui va être la grande révolution urbaine du 19e siècle, qui va être l'haussmannisme. Après, quand vous avez l'autre révolution, qui est la révolution de la ville qui monte, de l'électricité, donc de la ville qui monte, comment on entasse les gens? Le défi sanitaire, c'est que les gens soient propres. Voilà. Et donc on invente l'appartement moderne, qui est notamment la salle de bain, ça donne Manhattan. Entre Manhattan et Haussmann, la seule différence, c'est la salle de bain, et le fait que le bourgeois, au lieu d'être premier, il est tout en haut, parce que c'est la hauteur. Mais fondamentalement, donc on a une étape, si vous voulez. On vit autre chose. Voilà, le défi sanitaire. Aujourd'hui, on avait, si vous voulez, on avait le numérique, on avait tous le téléphone. Il arrive le premier téléphone. Je parle pas du Bebop pour ceux qui s'en souviennent, mais le Ola d'Alcatel, qui était le téléphone qui est devenu le premier téléphone accessible à un téléphone jaune pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, c'était 96. 96, c'est aussi l'arrivée d'AOL en France. Donc, ouais, c'est ça. C'est maintenant 28 ans la révolution. On avait ce téléphone dans la poche, mais il fallait qu'on ait un défi sanitaire qui nous fasse comprendre que en fin de compte, ouais, on était peut-être enfermés chez nous au moment du Covid, mais on pouvait tout faire, c'est-à-dire qu'on pouvait travailler de sa cuisine, on pouvait travailler n'importe où, et puis que c'était pas si dramatique. Alors ça, je dis pas que c'était pas dramatique sur des conditions sanitaires, mais globalement, le pays, il a continué. Et puis, voilà, il nous fallait le défi sanitaire, c'est le défi sanitaire, il est là. Voilà. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Il nous manquait ce truc, cet événement, qui fasse que ça bascule, un peu comme en matière d'écologie, il nous manquait les canicules, les incendies de l'été dernier, pour que ça bascule. On bouge quand on est dans la merde ou quand il y a un accident. Là, en ce moment, on est gâtés, quoi. On a 2 trucs. On a eu la Covid, et puis on a les incendies, et puis on va avoir les vagues de chaleur. Voilà. Donc on est dans ce prisme-là aujourd'hui. Ce qui n'est pas évident, parce qu'on était jusque-là peinards. On jouait à la marge. Mais on se débrouillait. On n'était pas radicalement interpellés. Voilà, on mettait un peu de rustine, on trouvait des systèmes fiscaux, un peu de ci, un peu de ça, et puis ça marchait, voilà. Mais on était un individu au moment du confinement qui a été enfermé. Depuis, on a un individu, mais on a un individu connecté. C'est pas anecdotique. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer. C'est-à-dire que pendant des millénaires, la ville, le monde a été dominé, et encore dans certaines régions, par le temps religieux. Voilà. Et puis, nous, on a eu la révolution industrielle. Et ce qui a construit la ville, tout ce qu'en gros, depuis le 19e siècle, ça a été le temps du travail. C'est le temps de l'usine, le temps des salariés, c'est ce monde-là. C'est le monde politique qui s'est créé à ce moment-là. La gauche, la droite, les syndicats, on va dire pour la France, la Troisième République, l'éducation obligatoire, le service militaire, les hôpitaux, les casernes, tout ce qui construit la ville. Quand vous passez, regardez le nombre de villes de province, vous arrivez, en tout cas c'est le cas pour l'Ouest, où vous avez la gare, la caserne, en un clin d'œil, vous voyez ce que c'était la ville, vous comprenez ce que c'était la ville. Voilà. On était dans ce temps du travail. Et puis aujourd'hui, ce que je veux dire, on a une temps d'individu. C'est quoi le lieu de l'individu? C'est quoi le temps de l'individu? Comment il se détermine? C'est ça la difficulté. Et ça va être toute la difficulté qui va remettre tout en cause quand on pense à la ville. C'est-à-dire que le temps religieux, moi je savais ce que je dis, c'est un temple, l'église, la synagogue, en fait tout ce que vous voulez. Voilà. Après, le temps du travail, c'est l'usine bureau. C'est quoi le lieu de l'individu aujourd'hui, à part sa paire de baskets et son téléphone? Comment on le détermine? Et la question qui se pose, est-ce que le lieu d'individu aujourd'hui, c'est pas l'habitat? Mais dans ce cas-là, l'habitat, dans tout ce qui l'englobe, le travail, le sport et tout ça. Donc ça veut dire que quand on dit je fais de l'habiter, c'est quoi habiter aujourd'hui? C'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'on continue à produire du béton et du mètre carré sur un schéma alors que les modes de vie ne correspondent plus à ce schéma. Alors ça n'a pas changé du jour au lendemain, hein. Le parc du logement, il se renouvelle que de 2% par an en France. Donc on ne va pas changer, mais l'haussmannisme, il ne s'est pas fait non plus en 30 ans. Hein. La preuve, c'est qu'il continue aujourd'hui. On continue, plein de promoteurs continuent à faire du néo-Haussmann, c'est pas le sujet. Mais il manque aujourd'hui dans ce basculement-là qui fait que comment je produis et comment je réfléchis. Voilà, comment j'analyse les territoires aujourd'hui dans ces nouvelles conditions. Quand vous faites une carte, ça c'est une carte que j'avais récupérée en Angleterre dans le Guardian, juste après le Covid, on avait dit aux gamins, mais dessine-nous la ville.
Ben voilà, eux, la ville, en fin de compte, ils l'ont à travers leur téléphone, à travers des réseaux. C'est-à-dire qu'ils ne la localisent plus du tout. On voit bien que le brouillage, une fonction, un lieu, elle est aujourd'hui complètement en train de se perturber. Ce qui ne veut pas dire qu'une fonction, un lieu, quand ils vont à l'école, quand ils vont au stade, ils ne le comprennent pas. Mais aujourd'hui, il y a 2 cartes. On a sur 2 cartes. On est aujourd'hui sur d'autres analyses. Voilà. Et on le voit typiquement sur le commerce. Le nombre de fois où j'entends des maires de Ville-Centre qui me disent « Ah, mais monsieur Bélanger, moi je suis étouffé par la périphérie. » J'ai fait « Oui, il y a combien de téléphones dans ta ville ?» Bah, c'est quoi la différence? Bah, fait un dîner avec des gens, des gamins de 20 ans. Quand ils disent « J'ai acheté ça, j'ai acheté ci », il y a quand même 60% des chances qu'ils te parlent d'un site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le commerce, pour plein de personnes, et pour nous de tous, hein, quelle que soit la génération, c'est de la connexion. C'est plus un problème de mètre carré. Quand vous parlez de travail aujourd'hui, moi j'ai 4 gamins, j'en ai 3 qui sont rentrés sur le marché du travail depuis 2 ans. Ben, en gros, c'est combien de jours de télétravail? Pour eux, le travail, c'est de la connexion, c'est pas du mètre carré. C'est une vraie révolution. Alors, sur le plan politique, tout ça n'est pas acté, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas un maire qui dit aujourd'hui, les mecs, tout ce qu'on a fait, les SCOT, les PLU, il faut tout revoir, parce qu'en gros, nos grilles de lecture, elles datent du 19e. Mais c'est pourtant bien la réponse. Et en plus, je pense que j'ai d'autant moins de mal à vous le dire, c'est que vous le vivez. Vous le vivez, ça. Votre voiture, déjà avec votre téléphone, c'était déjà plus votre voiture, c'est votre bureau. Voilà. On voit bien qu'on a de plus en plus de mal, on va avoir de plus en plus de mal. Alors, c'est quoi produire du logement? C'est quoi produire du bureau à partir du moment où les grilles de lecture, une fonction, un lieu, sont aujourd'hui fortement réinterrogées? C'est ça la question. Et vous êtes professionnels, vous produisez, mais au niveau du politique, ça ne répond pas. Et il n'y a pas aujourd'hui, quel que soit l'échelon local, il n'y a pas aujourd'hui de réponse là-dessus. Où sont les hôtels? On va prendre un Airbnb, 71 000 logements qui sont... C'est quoi un hôtel? C'est quoi aujourd'hui un logement? Comment je définis mon logement aujourd'hui? C'est quoi un bureau? Bah, pourquoi je vous dis ça? Parce que la moitié, en gros, des Airbnb à Paris sont loués pour du télétravail. C'est-à-dire que ton appartement, qui n'était que ton appartement, il devient un hôtel une partie de l'année, et une partie de l'année, quand tu le loues, il devient un bureau. Voilà. Et donc, ça va être la difficulté, c'est qu'on change de grille de lecture. Jusque-là, on a analysé la ville et les fonctions à travers la figure de l'arbre. Et c'était tranquille. Moi, quand je travaillais pour la SNCF, il n'y avait pas de sujet. Hein. C'était l'Outron, c'est l'arbre, c'est la gare. Donc, et puis les gens arrivent en amont, qu'est-ce qu'on fait? Et puis après, en aval, ils prennent le train. Voilà, j'analyse. Et puis, il y a eu Blablacar. Blablacar n'est pas le lieu, c'est le rhizome. Comment j'analyse la mobilité? Comment je réponds en fin de compte à ces défis-là? Je ne dis pas que la SNCF est morte, mais ça veut dire que j'ai 2 cartes. Quand je travaille pour Accor, l'hôtel, on sait comment les gens arrivent. L'hôtel, c'est le tronc, c'est l'arbre, voilà. Et puis en face, vous avez Airbnb. Auchan, pareil, il y a l'hypermarché. Et puis en face, il y a le Bon Coin. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 2 cartes. Et par exemple, si on prend le Bon Coin, enfin moi je l'ai vu quand mes filles étaient encore à la maison, on est passé d'une société de consommateurs à une société de commerçants. Regardez avec quelle facilité aujourd'hui on vend et on achète. Quand j'étais à la maison, ça sonnait tout le temps. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel à la maison? Ah, mais on s'est fait livrer, puis je renvoie ci, tout ça. Voilà. Ils allaient sur du commerçant. Donc, la chambre de ma fille, c'était un commerce. Voilà. Non, mais voilà, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une accumulation de petites choses comme ça du quotidien que d'une façon ou d'une autre vous avez vécu, qui sont en train de faire que votre logement, c'est plus vraiment, c'est autre chose. Que le restaurant il est venu chez vous avec toutes les livraisons de repas aujourd'hui. Uber Eats, c'est quoi? C'est le restaurant qui vient chez vous, d'une façon ou d'une autre. Sauf que ça s'est démultiplié. Donc, on doit pouvoir à la fois faire du sport ailleurs, mais faire du sport chez soi. On doit pouvoir aller au restaurant, mais le restaurant chez soi. C'est-à-dire qu'on veut tout. Voilà. Et que c'est cette difficulté, c'est comment je pense un lieu qui a été pensé de façon monofonctionnelle pendant des centaines d'années, pendant moins de 200 ans, comment je le pense autrement. Et ça interpelle tout le monde. Quand vous regardez la circulation, la circulation, avant c'était simple, vous faisiez des grandes rues, il y avait beaucoup de voitures, des petites rues, on passait moins de voitures, et des toutes petites rues, il y a peu de voitures. Aujourd'hui, qui maîtrise la politique de circulation d'une ville? C'est Waze. Waze vous fait passer dans des quartiers avant où il n'y a pas une seule voiture. Alors évidemment, il y a toujours, l'autre jour j'ai vu ça, il y avait à Lille, on m'a raconté ça, il y a toujours la bourgeoise qui est emmerdée, qui est des camions, parce qu'il y a un quartier où il y avait plutôt des gens assez friqués de Lille. Et puis on passe en taxi, je passe devant une résidence, il y avait marqué ras-le-bol des camions et tout. Et je demande au chef au taxi, qu'est-ce qui se passe? Et on me dit, en fin de compte, Waze fait passer tous les camions dans ce coin-là. C'est-à-dire que c'est un quartier super calme, qui est devenu un quartier pourrave, en gros. Voilà. C'est quoi les outils du maire de Lille là-dessus?
Voilà. Alors là, il y a bien une bonne femme qui va appuyer sur embouteillage. Je veux dire, le logiciel de Waze, il est pas con, il va comprendre qu'il n'y a qu'une fille qui appuie, et puis il va continuer à faire passer les camions au bout de 5 minutes, hein. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Mais c'est comment on organise ça, c'est-à-dire comment tu penses ton territoire, comment tu penses tes fonctions, à partir du moment où tu as une couche de numérique, je dis pas que le numérique va tout tuer, tout ça, mais qui est en train de fortement nous interpeller, même dans nos façons de nous déplacer. Voilà. Et c'est là encore, c'est la difficulté, et c'est là qu'on voit que notre société d'individus, c'est-à-dire que avant, quand vous analysiez par exemple le transport, moi mon jeu d'échecs, Keolis, la SNCF, même si c'est le même groupe, mais la RATP, un constructeur automobile, je savais ce qu'ils faisaient chacun, quoi. J'étais sur mon jeu d'échecs. Et puis en face, c'est quoi? C'est nous quand on est connectés, c'est-à-dire le jeu de Go. C'est-à-dire chaque pion, c'est nous. Un pion n'a aucune qualité. En soi, un pion n'a aucune qualité. Mais quand il est connecté, il fait réseau, il amène de la force. C'est Blablacar, on va dire. C'est ça, nous. Nous, on n'est pas sur le jeu d'échecs, qu'on est individuellement, on est des jeux de pions. Simplement, ce jeu de Go, là, c'est lui qui est en train de faire une bonne partie de la nouvelle économie. Voilà. Et ça s'applique partout. Vous pouvez l'analyser sur le commerce. Ce que je vous ai fait tout à l'heure entre le commerce et sur l'arbre et le rhizome, vous pouvez le faire là-dessus. Voilà. Et c'est comment j'analyse le commerce. Quand j'entends encore des villes, des agences d'urbanisme qui me parlent de commerce à travers d'un mètre carré, je leur dis, les mecs, vous loupez juste 40 à 50% du commerce réel de votre ville. Je ne peux pas leur en vouloir. Ils ont leurs outils du siècle dernier. Voilà. Donc c'est cette difficulté. Comment on réfléchit à un lieu de travail aujourd'hui ? C'est-à-dire à partir du moment où on sait que le lieu de travail, c'est une plaie, que c'est il y a plein d'avantages, je ne vais pas faire de l'apologie du travail, je connais toutes les limites du lieu de travail, mais on voit bien que dans l'esprit, en tout cas, le travail, il n'est plus exactement ce que c'est. Est-ce que ça, c'est un lieu de travail ? Oui, que vous allez dans certaines villes de la région parisienne, les mecs, en fin de compte, ils vont pas monter tous les jours à Paris ou en banlieue parisienne, ils restent chez eux. Voilà. Et même aux États-Unis, où on a aujourd'hui un basculement qui est assez étonnant, c'est que dans les périphéries, comme les mecs vont plus travailler en centre-ville, ils fréquentent les centres commerciaux. On avait enterré le centre commercial depuis une quinzaine d'années aux États-Unis. Il y en avait un qui fermait chaque semaine parce qu'on disait face à Internet, il va mourir. Et aujourd'hui, le centre commercial aux États-Unis est en train de repartir comme lieu de sociabilité. Parce que comme ils sont tous dans leur villa, ça c'est des maisons françaises, je vous ai pas mes villas américaines, et aujourd'hui, le lieu où je m'en retrouve, c'est le centre commercial parce qu'il y a un cinéma, parce qu'il y a des salles de sport, parce qu'il y a tout ça, et puis il y a des espaces où je peux travailler. Donc on appelle ça encore un centre commercial, mais c'est plus un centre commercial. Est-ce que nous, alors ça, j'imagine que les gens d'Auchan seraient contents de m'entendre, voilà, eux qui ont tous, toutes les foncières des centres commerciaux, des centres commerciaux, ça leur ferait plaisir. Mais on est dans ce statut-là. Le jour, je me suis retrouvé au congrès des Gîtes de France. Il y a certains départements des Gîtes de France où 50% des locations, c'est du télétravail. Je peux vous dire culturellement, quand vous connaissez la population qui gère les Gîtes de France, ils n'ont pas l'habitude. Quand ils trouvent ceux qui tombent sur le bobo parisien un peu arrogant, qui ne veut pas qu'il ait la tondeuse parce qu'il a une visio, ça les contrarie. Voilà, non mais c'est un truc très con, c'est genre d'anecdote, mais ça je pourrais vous en faire une liste. Voilà, c'est-à-dire que culturellement, même le mec qui aujourd'hui a un Gîte de France qui est a priori pas, qui devait être un peu à côté des grands chamboulons, non, il se les prend en pleine figure le changement. Voilà. Et le mec il prend 2 douches parce qu'il fait un footing en plus. Voilà. Donc il consomme plus. Je peux vous faire. Voilà. Donc on voit bien que même sur un truc aussi basique et aussi simple que le Gîte de France, qu'on connaît la moyenne d'âge des gens, puis on le voit dans la salle quand on planche. Moi je le dis d'autant plus facilement, c'est que j'ai des cheveux blancs, hein, donc j'ai pas de souci là-dessus. Mais on voit bien que on est sur cet enjeu-là de comment j'analyse. Je vais vous donner un exemple aussi très concret. Ça, c'est une partie de ma vie, puisque moi, j'habite là, c'est la plage de Perros-Guirec et ma maison est là. Voilà. Quand vous regardez ça, a priori, ce territoire-là, c'est vachement simple. Tu as du camping, de la Thalasso, le grand hôtel, ça c'est avant la construction, donc c'est pour ça que vous avez un gros trou noir, maintenant c'est construit, voilà, des hôtels. Bon. Mais quand vous regardez en fin de compte ce territoire-là, c'est complètement différent. En fin de compte, vous vous apercevez que... en fin de compte, c'est devenu le stade alternatif entre l'école de voile, l'école de surf, les cours qui sont donnés sur la plage par des coachs plus ou moins agréés. Vous apercevez que l'hôtel c'est devenu un centre tertiaire, voilà, que les mecs qui travaillent plus sur le plateau de Lannion, ils viennent travailler là parce qu'ils travaillent 2 heures, ils vont faire 2 heures de surf et puis ils reviennent bosser. Là, ça c'est vendu comme station balnéaire, c'est pas une station balnéaire ça. C'est devenu un centre tertiaire. Où vous avez un mélange en fin de compte des locaux, du bobo parisien, dont moi le premier, qui sont là, parce qu'on a une place de partie de l'année. L'autre jour, j'étais à La Baule, le congrès des notaires, le maire, à chaque fois j'oublie son nom, le maire comment s'appelle de La Baule, dit les gens veulent travailler là où ils passent leurs vacances. La Baule qui était fermée 6 mois de l'année, vous y allez, La Baule c'est ouvert toute l'année maintenant. Il y a que les commerçants qui n'ont pas compris ça, ferment entre midi et 2 heures, quoi. Mais voilà.
Et toutes les villas qui étaient derrière ou les appartements, il y a un logement, alors je ne sais pas, c'était il y a 1 an maintenant, mais il y a la barre d'immeuble, il y a une barre d'immeuble qui s'est construite à La Baule, est partie à 20 000 € le mètre carré. Tu ne vends pas de la résidence secondaire 20 000 € le mètre carré. Il est clair que les gens qui sont prêts à mettre 20 000 €, c'est qu'ils ont un autre projet de vie par rapport à La Baule. Ce n'est pas le projet de vie des vacances des années 70 ou des années 80. Ici, il y a bien autre chose qui se passe là. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le voir sur les statistiques, ça. Et on ne peut pas le voir sur les réglementations, puisque la réglementation sur les bureaux, ça ne change pas pour l'instant. Voilà. Donc on est face à une révolution, vous êtes, vous, les premiers face à une révolution, mais qu'on ne peut pas quantifier. Voilà. C'est une succession de petites anecdotes. Voilà. J'imagine que quand moi je vous raconte ça, ah bah oui, je pense à ça, je pense à ça. Je ne sais pas où vous passez vos vacances, comment vous vivez, mais on est dans cette mutation-là. C'est comment je définis une entreprise aujourd'hui? Je veux dire, c'est comme des difficultés. Avant, une entreprise, c'était à peu près simple. Aujourd'hui, comment je l'organise, c'est quoi les espaces, comment c'est les bureaux, c'est une vraie question. Voilà. Qui va faire la ville demain? Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que tout ce télétravail, tout ça, c'est en train de se structurer. Vous avez aujourd'hui l'équivalent sur Manhattan de 28 Empire State Building de mètres carrés vides. Si vous prenez, pourquoi je parle des États-Unis? Parce qu'a priori, ils ont été depuis 1 siècle et demi, 2 siècles, toujours des modèles, en tout cas depuis 1 siècle. Voilà. Si vous prenez les mètres carrés vides, à Houston, c'est 4,5 millions de carrés vides. Je ne sais pas le nombre de tours qui sont vides. Est-ce qu'on va continuer? Enfin, c'est à fait. Île-de-France, pareil, 4 millions de mètres carrés vides. Autant vous dire que tous les bilans des promoteurs aujourd'hui sont bidons. Hein. Le bilan Nexity, il est bidon. Ils maintiennent, si vous voulez, des valorisations du mètre carré de bureau qui sont totalement, parce qu'ils ne veulent pas se casser la gueule en bourse. Mais c'est bien clair qu'aujourd'hui, on est sur une déflagration. Alors, on essaie de se calmer, on dit « ouais, mais télétravail, ça ne calme pas tout. » Bien sûr, mais on est en train de vivre une révolution. Allez à la Défense. Alors, il y a certains jours, on va dire le mardi et le jeudi, où les restaurants sont pleins, le reste, c'est vide. Moi, j'ai un fils qui travaille à la Défense, il me dit « pourquoi je vais à la Défense? Il n'y a rien. Il ne se passe rien. » Voilà. Donc on est dans cette révolution où en fin de compte, ce qui a fait le foncier, ce qui a fait la richesse de certaines villes, aujourd'hui est réinterprété. Avant, tu as besoin d'argent, tu mettais du bureau. Demain, est-ce que tu vas être encore là-dessus? C'est quoi demain la fiscalité? Ça va être quoi la fiscalité qui va arriver? Qu'est-ce qui va permettre à une ville de construire? Ça va être quoi son récit sur le travail? Ça va être quoi la révolution? Quand vous avez une révolution industrielle, vous avez aussi une révolution technique, puis vous avez une révolution juridique. La révolution juridique, pour l'instant, on ne la voit pas. Hein. Elle est à peu près marginale. Si on avait mis la même énergie à réfléchir sur le travail de demain, comme on l'a fait à l'occasion des retraites, ou sur le travail, en tout cas sur le temps de travail, qu'on aurait dû faire depuis quelques années, je veux dire, le débat aujourd'hui, il est vide là-dessus. Hein. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question. Vous entendez grandes interpellations, vous entendez un politique qui dit, les mecs, on est en train de changer de monde, voilà, on remet tout à plat. Il n'existe pas. Il n'y a pas de vision. C'est pour ça qu'on est mal en ce moment. C'est-à-dire qu'on est dans une zone grise où on voit bien que l'ancien monde, voilà, il est là. On voit bien que le nouveau monde, il arrive. Et puis on se le prend quand même de façon assez radicale depuis 2-3 ans. Hein, mais on ne sait pas où aller. Parce que l'ancien monde, il continue à cracher du fric. Donc peut-être pas non plus complètement le mettre à plat. Mais comment je vais prendre de l'argent demain ? On voit qui en gagne, qui en perd, mais comment on s'organise, voilà. Et puis vous avez des phénomènes qui s'accélèrent tellement, c'est qu'aux États-Unis depuis quelques mois, il y a ce qu'ils appellent la New Fun Afternoon Economy, c'est-à-dire que le rythme de travail de tous les gens qui sont en télétravail, ça est en train de changer. Le mec il travaille en gros de 8h à 13h, beaucoup. L'après-midi il va au sport et le soir il se remet à bosser entre 17h et 19h. C'est quoi le rythme de travail? C'est le rythme de l'étudiant. C'est-à-dire que le rythme de travail dans plein d'un nombre de villes américaines aujourd'hui, et notamment les grandes villes de la côte Est et de la côte Ouest, c'est étudiantin. C'est plus le cadre débordé. Le mec qui reste de 9h à 17h au bureau, c'est le blaireau. C'est pauvre type. Alors, regardez le nombre de fois, t'es où? T'es au bureau? Ah mon pauvre. Tu disais ça il y a 5 ans, t'es où? Je suis devant la mer. Ah t'es en vacances? Maintenant le mec il dit pas t'es en vacances, il dit ah t'es malin toi, moi je suis au bureau. Mais culturellement, c'est ce. Voilà. Donc, on voit bien qu'on a toutes ces petites choses qui sont en train de venir innées. Voilà, ça c'est la représentation du New York Times qui est dans le même article qui disait c'est quoi le travail demain? Voilà. C'est pas forcément une libération, c'est quoi ça? Mais ces choses-là, de toute manière, ça c'est New York Times il y a 2 mois ou 3 mois, je me souviens plus. Mais ces choses-là, tu le voyais, ça c'est des photos, c'est un salle que j'utilise depuis plusieurs années. T'es allé dans les salles de sport, les mecs ils bossent. T'es allé dans des bureaux en Europe du Nord, de plus en plus en France, t'as des filles, en général c'est des filles qui travaillent sur des tapis qui marchent. T'es allé dans des salles d'escalade à New York ou dans d'autres villes ou en Europe aussi,
ou en Allemagne, tout ça. La salle d'escalade, le mec, en gros, ou la fille, ils viennent faire de l'escalade, ils bossent, ils font de l'escalade. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller dans une salle, d'aller au bureau, à la salle de sport quand tout le monde y est, et puis de repartir au bureau. Voilà, je m'organise. Évidemment que c'est une petite population, mais c'est ce qui fait le modèle dominant. Évidemment que l'osmanisme, ça a touché une petite population, mais il a fallu 150 ans pour que ça devienne le modèle dominant. Mais c'est le privilégié qui crée le modèle dominant. Voilà. Donc comment j'analyse le bureau? Voilà. Ça, c'est un concours qu'on avait lancé sur le bureau il y a 4-5 ans. L'un des lauréats, c'était ça, c'est un jeune Allemand. Il dit, mais il ne faut pas construire de bureau, il faut sortir des salles de sport, et en fonction qu'à chaque exercice, le mec peut bosser. Ça a fait marrer à l'époque. Mais regarde, c'est devenu une référence aujourd'hui. L'autre jour dans Le Monde, c'était hier ou avant-hier, il y a dans les pages campus, ils interrogent les jeunes sur c'est quoi le travail demain. La fille, elle dit, oh, j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est génial parce qu'à 17h, je pouvais être au sport. La fille, elle est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le seul truc qu'elle trouve bien, c'est de pouvoir aller au sport à 17h. Tu dis, ah ouais, là, je change de monde, là. Mais on ne va pas lui en vouloir. Qu'est-ce qui lui reste aujourd'hui? Il n'y a plus de grands récits religieux, il n'y a plus de grands récits politiques. Qu'est-ce qui lui reste aujourd'hui? C'est son corps, c'est être en forme. C'est au moins me préserver moi. Regardez le nombre de gens qui faisaient des gainages. Tu disais gainage il y a 10 ans. C'est quoi le gainage? Et tout le monde fait du gainage aujourd'hui. Hein. Le mec qui fait pas de gainage, c'est un peu limite. Quoi. Moi, je ne vais pas demander qui fait du gainage et pas de gainage ici, mais je le vois. Donc c'est pas difficile. Mais vous voyez c'est que... et c'est ça aussi le temps de l'individu. On est dans cette situation-là. Bon, qui aujourd'hui acte là-dessus? Bah, j'en sais rien. Et là-dessus, les mecs, un peu du vieux monde, disaient « Ouais, mais François, le télétravail, c'est pas pour tout le monde. » Ouais, sauf qu'on voit quoi aujourd'hui? Moi, j'ai un fils ouvrier chez Airbus. Bah, quand il voit ses frères et sœurs qui sont en télétravail, c'est l'aîné en plus, c'est un peu les boules. Voilà. Mais lui, il dit aujourd'hui, moi, je vais avoir la semaine de 4 jours. Voilà. Et ça veut dire quoi l'habitat? Ça veut dire quoi l'habitat si la famille entière est pendant 3 jours à la maison et pas simplement 2 jours à la maison? Ça veut dire quoi habiter? Ça va être quoi les arbitrages? Comment ça va se passer? Voilà. C'est-à-dire qu'il va bien falloir changer à un moment la notion d'habitat à habiter. Ça veut dire quoi? C'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans cette révolution-là. Voilà. Pour garder, pour embaucher dans le tertiaire, dans le secondaire et tout, de plus en plus, il va falloir dire la semaine de 4 jours. Comment on peut faire un télétravail? Mon fils, il livre des avions. Il livre les avions, il est la dernière étape industrielle, il livre des avions. Il ne peut pas le faire par télétravail. Voilà. Donc il va sur le tarmac, sauf que comme il est à Toulouse, une partie de l'été, il est à 50 degrés sur le tarmac. Donc il se prend à la fois sa situation d'ouvrier et puis sa situation d'ouvrier en plein cagnard. Voilà. Donc les 4 jours, lui, ça va lui faire plaisir. Voilà, on va être là-dedans. Il faut bien comprendre, on est dans cette déstabilisation. Voilà. Et ça va nous poser, c'est quoi l'habitat? Ça, c'est une couverture de 98. Autant vous dire que quand je le présentais à la SNCF et tout, ça faisait marrer. Aujourd'hui, c'est à peu près nous. Hein, ça, voilà, comment je travaille. Alors, on a aussi, bon, c'est de couverture de la Covid. Alors, on a des gens qui ne comprennent pas très bien ou qui ne veulent pas comprendre, genre Le Point, la grande démission. Mais ce n'est pas la grande démission. C'est la grande démission par rapport à l'ancien modèle. Bon, c'est pas grave, la moyenne d'âge du lecteur du Point, c'est 67 ans, donc on s'en fout un peu, mais c'est pas eux qui vont faire le monde de demain. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien Bon, je suis désolé pour les lecteurs du Point qui ont moins de 67 ans, qui sont dans la salle, hein. Évidemment, je tiens à m'excuser parce que je vois un monsieur qui se retourne, je me dis, si c'est vous, je voulais surtout pas... Vous n'étiez pas visé, je connais pas votre âge, je sais pas si vous lisez Le Point. Baisser la moyenne. Bon, oui, d'accord. Voilà. Bon, en plus, je suis un peu injuste parce qu'il y a quand même un article de Kaufmann qui dit c'est le temps, oui, c'est la vie privée donc c'est la vie privée, c'est donc le temps de l'individu. Donc, mais voilà, on a eu une révolution du travail et au lieu de dire on a une révolution du travail, qu'est-ce qu'on fait? On montre un mec qui est comme ça avachi. Non, c'est pas évident. Je dis pas qu'il n'y a pas des tirs au flanc, mais il y a des tirs au flanc au bureau. Hein. On en connaît tous, donc c'est pas un sujet. Voilà. Mais ce qui veut dire, c'est que ça te réinterroge la maison. Moi, j'ai fait un bouquin il y a 20 ans sur l'habitat. Il y a 20 ans, l'habitat, je savais ce qui se passait dans une salle à manger, ce qui se passait dans une chambre, dans une salle de bain et tout. Aujourd'hui, comment tu analyses ça? Comment tu analyses des pièces aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans une pièce? Tu rentres dans une chambre d'adolescent aujourd'hui, ton ado, il est sur son bureau, d'abord tu ne le vois plus, il y a des fringues, comme ça. Il y a 12 jeans, parce que là où on avait 3 jeans, ils en ont 12. Il y a 7 t-shirts et tout ça. Il y a 5 ou 6 paires de pompes de sport. Voilà. Il est sur son lit. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde un film de cul, il bosse, t'en sais rien. Voilà. Le lit, on t'a compris que c'était une pièce dans la pièce et que c'est son bureau. Alors tu dis, je suis vieux con, je râle ou je m'adapte? En général, comme c'est ton fils, voilà, tu essaies de t'adapter. Mais c'est quoi une chambre aujourd'hui? Voilà. Et qu'est-ce que tu vois à côté? Est-ce que la réglementation sur la chambre a changé? Non, 9 mètres carrés. Ok. C'est-à-dire que la chambre est devenue un salon bis et on continue à nous faire des chambres à 9 mètres carrés minimum. Mais il va falloir une révision radicale de ce que c'est que la chambre.
C'est quoi une chambre? C'est quoi les espaces de la chambre? Voilà. Pareil, on parlait de l'obsession du corps. Une salle de bain sur 2 en France est produite, fait 4 mètres carrés sans fenêtre. C'est quoi ces normes techniques du XXe siècle, du début du XXe siècle? Qui les fait bouger? Voilà. Et puis alors, en fin de compte, vous apercevez qu'on peut tout faire, donc la maison est devenue un gymnase. Voilà, hein. Et ce qui n'empêche pas que tu peux faire un gymnase chez toi et puis être en plus inscrit à un club de sport, plus faire du sport sur la plage et puis tout ça, hein, ça n'a rien à voir. Le mec qui fait de la marche avec son gamin sur le dos, moi je l'admire, hein, je ne sais pas comment il fait, mais voilà. Donc on est là-dedans. Évidemment, je vous ai pris des photos. Et puis ça, au moment de la Covid, on a quand même vu une créativité géniale. Une athlète australienne qui a réussi à transformer sa piscine pour faire de kayak. Puis le gamin, là, quand même très fort en Floride, qui a réussi à faire croire à son père qu'il devait naviguer. Ils lui ont mis un ventilateur, il fait d'optimisme dans un bassin. Moi je dis, le mec, nickel, bravo. Et puis on a ce genre de choses, évidemment, qui se développe de plus en plus. Voilà. Donc tu vois bien que ta maison, les demandes de la maison, elles étaient juste avant aberrantes. Aujourd'hui tu fais ça, tu fais, bah non, il n'est pas con, le mec, il est malin en fin de compte. Moi j'aimerais bien pouvoir faire ça chez moi. C'est-à-dire que là où on le balayait d'un revers de main en disant, ah, c'est complètement con, j'y crois. Là tu dis, ah non, putain, si je pouvais faire ça, moi ça serait quand même vachement bien. Voilà. Ce qui veut dire que, bon, mais qui est capable de répondre à ça? Et c'est là aussi que c'est toujours intéressant de travailler et de regarder au moment des crises, parce que c'est là que sortent des nouvelles cultures. Ça, c'est une pub, je crois, turque, voilà. Ce qui m'avait plu là-dedans, c'était la signature, parce que oui, c'est une pub turque, mais que j'ai récupérée sur un site qui récupère toutes les pubs dans le monde, et donc il est traduit en anglais. Voilà. Donc c'était New Map of the City, et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire cette idée de se dire le logement, en fin de compte, il doit être une synthèse de la ville. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que tu sortes du logement pour profiter de la ville. Aujourd'hui, non, c'est le contraire. C'est la ville qui doit venir dans le logement. Donc, il avait proposé un certain nombre de notions, retraite, études, la fraîcheur. Bon, vous avez vu que la maison, elle est confortable. Hein. Il ne vise pas n'importe qui, ça c'est clair. Mais ce qui m'a trouvé intéressant, c'est qu'il réinterrogeait les fonctions du logement. Voilà. Le jeu, c'est quoi? Le bain. Et il y avait donc quelque chose, c'est-à-dire qu'il remettait à plat la structure traditionnelle. Alors, je ne sais pas si en Turquie ça a marché, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça m'a interpellé parce que ça m'a servi. Et puis, parallèlement, j'ai récupéré à la même époque, c'était fin Covid, Votre Nouveau Monde. Ça, c'est une pub brésilienne. Là encore, c'est plutôt des beaux logements. Pourquoi ça m'a plu? Parce que regardez les notions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il met la notion de maison pour la chambre, la notion de neighbor, de voisin pour voilà, la salle de gym, l'office. Et là, en fin de compte, cette carte, elle a quoi? Ce plan, il a quoi? Cette pub, elle a quoi? Elle a le mérite de montrer qu'en fin de compte, nos grilles de lecture de logement ont été réinterrogées depuis la Covid et sont complètement réinterrogées. Et donc, tu es quand même sidéré quand tu vois ça et tout le monde se sent plus ou moins à l'aise avec ça. Il a mis School dans l'ordinateur, il a pu mettre, il met Spare pour les toilettes, il a pu mettre Bibliothèque pour les toilettes, j'en sais rien. Mais vous voyez, on est complètement autre chose. Mais qui aujourd'hui acte ça? Qui aujourd'hui a un discours en disant ouais, le logement tel qu'on le produit aujourd'hui, ben, il ne correspond pas au truc? Qui fait ça aujourd'hui? Voilà. Et pourquoi, en fin de compte, il ne faudrait pas penser le logement à travers les nouvelles fonctions qui arrivent? Et pourquoi on ne fait pas un grand Yalta et pas simplement des réunions là, comme la réunion, je ne sais pas, comme le CNR là. La semaine dernière, les mecs, c'est donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent. Mais ils ont fait quoi là, les promoteurs? Il a fait quoi, Bédac, depuis 2 ans? Et il est où sa vision de l'habitat? Il est où sa vision de la construction? Ils font quoi les patrons de Bouygues aujourd'hui? Ils font quoi tous ces gens-là? Ils font rien. C'est-à-dire que les mecs ont vu une révolution et ils continuent à dire donnez-nous de l'argent, alors qu'on sait qu'ils n'ont pas innové parce qu'ils ont eu de l'argent trop facilement à une époque. On va peut-être arrêter de continuer à les financer. C'est quand ils vont être dans la merde qu'ils vont bouger. Et puis là, bon, c'est bon. Alors on va tous souffrir. Hein. Moi, c'était mes clients. Ça fait 2 ans que j'ai plus eu de contrat avec eux. Hein. Vous allez souffrir. Évidemment, vous allez souffrir. Évidemment qu'on va souffrir. Ben, voilà. Ben, ça va, on n'est quand même pas non plus à la rue. Hein. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est que Haussmann, il a tout sorti de la maison. Avant Haussmann, on faisait tout à la maison. On naissait à la maison. Ceux qui avaient l'éducation, c'était à la maison. Il n'y avait pas les écoles et tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, bon, on vit le contraire. C'est que la maison, elle réintègre tout. C'est-à-dire que la maison est devenue le lieu du tout. Voilà. Et comme la maison est le lieu du tout, ben, ça c'est une pub de 96. Hein. Qu'importe le bureau pourvu qu'on soit connecté. 96. C'est pas nous, hein. Les pubs nord-coréennes en disant bah, tu peux organiser ça avec ton imprimante 3D. Voilà. Aujourd'hui, l'investissement dans le garage, on fait de plus en plus de choses. Quand vous faites des concours auprès des gamins, ils vous racontent des maisons qui sont pas vos maisons, ils veulent une pièce en plus, on fait plus de choses. Pourquoi? Bah parce que comme on est trop coincé, aujourd'hui, c'est quoi la pièce d'échappatoire? C'est le garage. Les études d'IKEA et de Leroy Merlin, la pièce monte depuis 15 ans, voire 20 ans.
que la pièce préférée des Français qui ont une maison, c'est le garage. Pourquoi? Parce que c'est la pièce qui n'est pas connotée socialement. C'est la pièce où tu fais ce que tu veux. Regarde le nombre de fois où tu arrives chez des copains, le salon il est un peu en bazar, le mec il s'excuse, un peu le bazar, il t'emmène dans son garage, c'est un méga bordel. T'as vu, c'est mon garage. Il y a la batterie, il y a la machine à laver, du gars, il y a de la famille, j'allais dire une connerie. Voilà, voilà, mais c'est la pièce où je suis bien, parce qu'elle n'est pas connotée socialement. Et ça fait combien de temps que dans le collectif on dit elle est où la pièce en plus? La pièce en plus qui serait un peu séparée? Bah non, il n'y a pas. Non, continue à faire du logement, voilà, comme ça, on ne s'interroge pas. Voilà. Ce qui fait que, on voit bien que il va falloir qu'on apprenne à réfléchir autrement. Alors moi, je vous ai pris une carte un peu, j'ai pris un pavillon, un garage, puis j'ai fait ça. Évidemment, j'ai mis une beau garage. Pourquoi j'ai mis une beau garage? C'est pas que, parce que en fin de compte, j'ai pas les mots pour exprimer ça. En fin de compte, on me demande de réfléchir à l'habitat avec des mots du 19e ou du 20e siècle. C'est ça ma difficulté aujourd'hui. Donc, forcément, je prends un mot de rupture. Je dis pas que c'est l'idéal, ça, et puis l'appartement il est comme très luxueux et tout ça. Mais je veux dire, ce qui me plaît, c'est dans ce mot garage, ça me force à réinterroger. C'est quoi la pièce préférée des Français? Je vais la mettre au centre de l'appartement. Si c'est la pièce où je dois pouvoir tout faire, est-ce que je réinvente la ferme? Est-ce que c'est la grande pièce commune du château? Est-ce que c'est la grande pièce commune de la ferme? Est-ce que je repars? Est-ce qu'en fin de compte, la révolution actuelle ne nous ramène pas à un temps pré-industriel? Et qu'est-ce que ça veut dire dans le logement? Il n'y a pas de solution. Hier soir, on a eu un dîner, et j'avais mon voisin qui me disait les Français veulent ça. Non, ça n'existe pas le français. Il n'y a pas de français. Voilà. Chaque Français est individuel et selon les moments de la journée, les moments de la semaine, il va changer d'opinion. Et puis il y a des Français qui veulent des villas, et puis il y a des Français qui veulent ça, et voilà. Donc ça n'existe pas le français. C'est fini le marketing, les grands marketing de masse, la ménagère de moins de 50 ans, tout le marketing des années 60, c'est fini tout ça. Pourquoi le numérique marche en marketing? C'est parce qu'il est seul capable de comprendre qu'on est tous différents. Donc arrêtons de nous abriter derrière les Français veulent ci, les Français... Non, on n'en sait rien. Il va falloir expérimenter. Il va falloir trouver quelque chose. Voilà. Pourquoi ils disent j'aime tant la villa? C'est parce que le collectif est répulsif. Qu'est-ce qui veut que le collectif soit répulsif? À une époque, il était désirable. C'est tout. Donc il faut peut-être changer les normes, et puis changer le discours sur le collectif, et puis on va inventer un nouveau collectif désirable. Voilà. Je suis en retard? C'est bon? Parce que je te vois regarder. Tu t'ennuies, c'est pour ça que tu regardes ta montre? D'accord. Et après, je vais aller presque jusqu'au bout, si vous voulez. Du garage à la pièce garage, et puis je l'aménage comme je veux. Bon, il y a des expériences aujourd'hui. Là, l'autre jour, j'étais à Bordeaux, il y a comment je fais du logement. Mais on est là-dedans. Alors, ça veut dire quoi en termes de produits? Ça veut dire quoi en termes de matériaux? Ça veut dire quoi en termes d'organisation? Voilà, on va être là-dedans. Donc ça va piquer. Oui, ça va piquer. Voilà, j'ai pas de réponse à vous apporter, mais en tout cas, on peut en tout cas se mettre dans une posture où en tout cas ce qui nous était peinard jusque-là, il va falloir qu'on se bouge. Et sur le travail, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la révolution industrielle? C'est qu'avant, on allait mettre le métier à tisser chez l'ouvrier. Quand on a industrialisé ça, l'ouvrier, on l'a amené à l'usine. Et aujourd'hui, l'ouvrier, on le renvoie chez lui avec son métier à tisser. L'ouvrier d'aujourd'hui, c'est nous. Le métier à tisser d'aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Quand tu es face à ça, quand tu vois le mètre carré de bureau vide, quand tu te dis, on va peut-être bouger les fesses, les mecs, on va peut-être se poser des questions. Bon, pour l'instant, ça ne bouge pas. Voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'on est dans une situation assez intéressante, c'est-à-dire que l'habitat est le lieu du tout et le travail est le lieu du partout. Voilà. Donc, ce qui était avant marginal, l'habitat, en tout cas en termes d'organisation urbaine et tout, il devient central. Voilà. Parce que le travail, on va avoir de plus en plus de mal à le localiser. Ce qui veut dire aussi que l'habitat, il va falloir qu'il fasse de plus en plus de choses. Et le cas du travail n'est pas tout seul. Hein. Le travail, ça a été ça. C'est-à-dire que, oui, excusez-moi, j'ai peut-être passé. La révolution industrielle, c'est d'absorber, en fin de compte, tout dans une usine et aujourd'hui de tout renvoyer. Voilà. Et c'est le contraire de l'habitat. On est dans cette dialectique-là, qui a été décrite par certains il y a déjà une trentaine d'années. Hein. C'est pas très nouveau. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche plein de secteurs. Le travail, c'est ça. Le sport, ça a été ça. Quand on invente le sport au XIXe siècle, enfin le sport sous les formes modernes, on fait des stades, des gymnases, des piscines. Aujourd'hui, qui fait encore du sport dans un stade? Les mecs qui font du 400 mètres, ils doivent être 1% de la population qui court, hein, globalement. Voilà. On court partout sauf dans un stade aujourd'hui, on nage partout sauf dans une piscine. Enfin, je caricature. Voilà. Il y a plein d'activités qui, aujourd'hui, l'essentiel des gens qui font du sport, ils sont pas licenciés. Et quand ils prennent une licence, c'est parce qu'ils font une course pour une histoire d'assurance. Voilà. Le trail, aujourd'hui, qu'est-ce qui marche entre le trail et l'athlétisme sur piste? Je ne veux pas de dessin, hein, c'est clair. Donc, on est dans cette explosion-là, dialectique, et on continue à nous dire les Jeux Olympiques, c'est génial, on va faire des installations sportives. Mais qui va y aller dans ton installation sportive?
Est-ce que c'est encore normal que tu fasses un gymnase pour 4 mecs qui vont jouer au tennis, qu'il va falloir chauffer? Est-ce que tu n'es pas en train de te dire quand même l'équipement sportif, il faut le réinterroger? Alors je ne vais pas passer du temps sur l'équipement sportif, c'est un de mes grands dadas, mais vous voyez bien qu'on peut passer du temps. Alors, comment tu penses les lieux? C'est vachement compliqué, tu fais tout et n'importe où. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait la fille là, de mon sénateur? J'en sais rien, moi, et puis ça m'intéresse pas. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4-5 ans, moi j'ai vu arriver des promoteurs américains, notamment à Paris, qui sont arrivés avec une logique hôtelière, qui ont dit non, on va faire des résidences, voilà, c'est des projets dans les concours. Moi j'étais en équipe avec le Vieux Monde, hein, j'étais en équipe avec les Bouygues, les Altarea, tout ça. Voilà. Et puis là, ils nous proposaient des lectures qui étaient pratiquement des lectures hôtelières, quoi, avec des salles de sport en bas, des machines à laver, tout ça, complètement. Leur discours sur l'habitat était radicalement nouveau, ça nous secouait. Donc là, je me suis un peu bougé les fesses, je me suis dit, mais pourquoi ça se passe? Et en fin de compte, j'ai découvert que je savais plus ou moins, mais c'est qu'en fin de compte, ils n'ont pas le même modèle que nous, les États-Unis, et c'est là que je me suis dit, en fin de compte, les modèles d'habitat qu'on est persuadés qu'ils sont universels, uniformes, ils sont pas uniformes. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, Manhattan va devenir désirable, la hauteur va devenir désirable? C'est qu'en fin de compte, quand le chemin de fer est arrivé, ça c'est une évidence à Manhattan, mais quand on a fait l'ascenseur, vous imaginez que le bobo de l'époque, il faut lui dire, mon petit gars, tu vas quitter ta maison de 2 étages, à la Brown House, dans le village, hein, tout ce qu'on voit à Sceaux, tout ça. Et ce qui est vachement moderne, c'est d'habiter au 47e. C'est autre chose que d'envoyer un tweet. Hein. La révolution du bourgeois américain au début du XXe siècle, c'est autre chose que ce que nous on a connu depuis 20 ans. C'est-à-dire que le mec il change radicalement de mode de vie. On lui dit, tu vas quitter ta petite maison ou et tu vas habiter tout là-haut. Donc il faut rendre ça désirable. Et qui va le rendre désirable? C'est le modèle de l'hôtel. C'est-à-dire que, contrairement à la France où le modèle c'est le premier étage, avoir sa femme de ménage pour le bourgeois, il faut être propriétaire, là-bas c'est le service. Donc on invente le Waldorf Astoria. Le Waldorf Astoria au départ il était sur Empire State Building, on fait des bureaux donc on le détruit, et le Waldorf Astoria va s'installer sur Park Avenue. Donc il y a les bourgeois qui ont des wagons privés, c'est à l'époque de Pullman, il se met là, et puis en fin de compte tout l'immeuble est vécu en immeuble service, c'est-à-dire avec des cinémas, avec tous les services qui sont modernes. Voilà. Et nous, on a un autre modèle. Là, je vous parle de l'hôtel comme éventuellement modèle. Et nous, on a un autre modèle qui est le modèle, l'hôtel, c'est fait pour le vacancier. C'est-à-dire que l'américain, l'hôtel, il est fait pour l'homme d'affaires qui se déplace, et puis il a un modèle urbain. Nous, l'hôtel, il est fait, je parle des hôtels de luxe, hein, je ne parle pas des auberges de l'époque, il est fait pour, en fin de compte, le londonien qui va en France. Les Français sont sales, ils ne se lavent pas, il y a des moustiques, il fait chaud, donc je refais un mini Londres. Voilà. Sauf que c'est là où, en fin de compte, le bourgeois, il découvre plein de choses. Il découvre l'ascenseur, il découvre le chauffage central, il découvre le téléphone, il découvre le miroir grossissant, il découvre la baignoire. C'est-à-dire que la modernité du logement, que ce soit en France ou aux États-Unis, passe par l'hôtel. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un modèle. Et aux États-Unis, c'est l'homme d'affaires qui va faire ça. Donc il se déplace, et comme il veut, comme l'anglais veut de son confort qu'il avait à New York, et ben il va aller dans des hôtels d'affaires. Et donc on est dans cette logique-là qui fait qu'en fin de compte aux États-Unis, c'est ce modèle du service, et c'est pour ça que je vous ai montré ces photos de service. C'est-à-dire qu'on ne veut pas simplement un appartement avec la femme de ménage en bas, avec la concierge en bas. On veut un immeuble total avec plein de services. Et ça change tout. C'est ce qui fait que Manhattan est devenu désirable. Et c'est ce qui fait qu'en fin de compte, ça va se diffuser parce que tu as tout le cinéma de cette époque-là où les gens découvrent ce que c'est que d'habiter au 42e, découvrent. Tu as tout le cinéma Hollywood qui se met au service de ce modèle de l'hôtellerie. Voilà. Et aujourd'hui, concrètement, moi, je connais des gens qui travaillent parce qu'ils y vivent sur Park Avenue, ils n'ont pas de machine à laver, ils n'ont pas plein de trucs chez eux. Tout ça, c'est dans le basement en bas. Et en fin de compte, le logement, il est pièce à vivre. Mais par contre, l'hôtel, l'immeuble pensé comme un hôtel. Et donc, c'est pour ça que vous avez toujours les doorman. Quand vous allez sur la 5e avenue, dans les quartiers chics de New York, vous avez le doorman. Ça prouve que votre... Ouais, on va peut-être pas avoir le temps de finir, c'est pas grave, j'ai fait trop de slides, mais c'est pas grave. Vous allez partir frustré, c'est bien encore, ça va poser encore plus de questions. Voilà. On est dans ce modèle-là. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que je me dis, mais pourquoi on ne regarde pas l'hôtel? Qu'est-ce qui innove aujourd'hui dans les villes? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'innovation aujourd'hui dans les villes? C'est l'hôtellerie. L'hôtellerie, elle est formidablement créatrice aujourd'hui sur la mixité des fonctions, sur j'habite, j'ai du loisir. Pourquoi on ne travaille pas plus avec ces gens-là? Ça, c'est mon copain Cyril Ouzérat qui a fait le mob. C'est lui qui avait monté Mama Shelter avec les Trigano et Stark il y a une quinzaine d'années. Voilà. Aujourd'hui, quand vous écoutez les analyses de Accor, par exemple, par l'idée de dire, en fin de compte, l'hôtel, c'était simple, c'est en fin de compte, il y avait un concierge et il était concierge pour les gens de l'immeuble, enfin de l'hôtel, mais il n'y avait jamais personne. Voilà. Par contre, on est entouré d'immeubles où il n'y a plus de concierge parce que c'est digicode et les gens veulent se faire livrer. Pourquoi, en fin de compte, l'hôtel n'est pas, en fin de compte, la conciergerie du quartier?
Pourquoi c'est l'espace service du quartier? Vous voyez? Et donc l'hôtel, il ne se pense pas par rapport aux gens de l'hôtel, il se pense par rapport aux gens autour de l'hôtel. C'est ce qu'a fait le succès de Mama Shelter. Hein. Les restaurants de Mama Shelter, ce n'étaient pas les gens de l'hôtel qui y allaient. Voilà. Donc on est là-dessus. Combien il me reste de temps? 10 minutes? 5 minutes. Ouais, je préférais les 10-10, elle. Merci Sarah. Alors qu'elle dit 5. Voilà. Donc on est dans cette interrogation. Donc il ne faut pas être pessimiste, c'est pas ce que je veux dire. Mais il faut juste qu'on prenne l'habitude de regarder un peu ailleurs où on regardait et juste prendre l'habitude de ne pas faire ce qu'on faisait. Voilà. La deuxième révolution, elle est écologique, bon, et c'est normal parce qu'en fin de compte, chaque révolution s'accompagne d'un nouveau rapport à la nature. Bon, vous prenez Manhattan, c'est la cheminée, les grands boulevards, la création des parcs et jardins. Voilà. Vous prenez vous prenez Manhattan, c'est l'immeuble qui monte à la salle de bain et je préserve le sauvage au loin. C'est la création du Yosemite, du Yellowstone. C'est les Américains qui ont monté les parcs sauvages naturels en disant nous on n'a pas de cathédrale, mais on a une nature sauvage. Voilà. La façon de se distinguer par rapport aux Européens, c'est dire on a une nature sauvage. Et nous, on est dans quoi? On a cette révolution-là, et elle a correspondu à quoi? Elle a correspondu à je veux que la nature revienne. Voilà, parce qu'à un moment, le confinement, on n'a plus entendu les voitures, on a entendu les oiseaux. Alors cette photo, elle n'a rien à voir avec le confinement, c'est à Nara. À Nara, c'est au Japon, il y a 2000 biches qui sont sacrées dans la ville depuis des milliers d'années. Voilà, c'est pas les mêmes, elles meurent évidemment, mais il y a 2000 animaux dans la ville. Bon, et ça pose pas de problème. Hein. Donc les gens qui disent mais sauvages en marche, ça marche pas. Si. Je dis non, mais à Nara, ils verront que ça marche très bien. Après, c'est un état d'esprit. Hein. Voilà. Alors c'est japonais, ils s'adaptent, ils sont plus respectueux, ils sont animistes, donc ils respectent énormément les plantes et les animaux. Ils ont une autre culture. C'est pas comme dans le monothéisme, c'est pas l'homme qui domine la nature, on est à égalité, puisqu'on est animiste. L'animal, il a un âme, donc je la respecte. Voilà. Ça, c'est une parenthèse. Donc, on est sur ce débat-là. Bon. Et est-ce que c'est la révolution urbaine à venir? Est-ce qu'en fin de compte, on s'est tellement étalé, et puis aujourd'hui, avec la loi ZAN, on va peut-être avoir une inversion. Enfin, en tout cas, on va arrêter de s'étaler. Mais aujourd'hui, il est où le discours désirable par rapport à ça? Il est où le discours de se dire, en fin de compte, il faut faire du collectif, les gens veulent de l'individuel? Si aujourd'hui, on a un autre rapport à la nature et à la ville, comment on le pense, comment on le réfléchit? Et ils sont où les projets aujourd'hui? Qui raconte des trucs aujourd'hui là-dessus? Moi, j'entends pas beaucoup. Hein. J'entends des bricoles. Voilà. Et on voit bien quand vous travaillez avec les écoles d'architecture, en fin de compte, il y a quelques années, vous proposez ça. Aujourd'hui, voilà, c'est du parc partout. Bon, les images, elles volent ce qu'elles valent. Hein. Vous faites un concours, la fille, elle te dit, voilà, imagine la ville où tu vois plus la ville. Ah, je mets les arbres. Ça, c'est la génération qui a été élevée à Google Earth. Hein. Pour eux, la ville, ça se voit du dessus. Non, mais ça a changé de regard sur la ville. Hein. Toute la génération aujourd'hui d'architectes, quand vous avez une école d'architecture, ils ne regardent pas la vie de la même façon. Parce qu'en gros, ils sont nés dans ces années-là, et aujourd'hui, ils regardent ça différemment. Voilà. Et puis vous allez en Hollande, c'est quoi l'architecture? On t'apprend les arbres, la végétation, comment je peux construire selon les régions. Voilà, on sort des images greenwashing pour moi de ce type-là. Voilà, tu as envie de dire, en fin de compte, Manhattan demain, pour vous, le rêve, c'est ça, quoi. Si je vais jusqu'au bout de votre truc. Mais on a ce basculement qui là encore, qui était avant la Covid. Et que la Covid, et évidemment, le réchauffement climatique ont accéléré. Et puis, évidemment, il y a l'urgence, évidemment, du réchauffement climatique. Bon, en Australie, ils sont en première pointe. Je ne fais pas de dessin sur ce qui se passe en Australie depuis quelques années. Là, ils ont même dû inventer sur la carte une nouvelle couleur tellement il faisait chaud quand ils sont arrivés à 54. Il y a 10 ans. Donc, vous voyez les années qui viennent. Mais quand allait à l'agence d'urbanisme de Melbourne et tout ça, les mecs, en fin de compte, il y a 10 ans, ils disaient notre question, c'est les arbres. Enfin, moi, je comprenais pas très bien. C'est les arbres. Ils disent, en fin de compte, on a des banlieues qui sont en train de se développer. On a des banlieues où les maisons sont de plus en plus grandes. C'est-à-dire qu'en gros, comme là, il fait de plus en plus chaud, on met de plus en plus de clim. Ça, les photos vont par deux. Hein. Voilà. Alors, pour info, le document, vous le récupérez, hein, il est là, et après, il va être diffusé, j'imagine, vous l'aurez tous. Hein. Voilà. Donc, regarde, là où tu avais une maison et du jardin, il n'y a plus de jardin. Donc, aujourd'hui, le combat, et vous, hein, et en France, et vous, je crois en Alsace, vous êtes en train de le vivre en ce moment, c'est-à-dire ce combat sur les arbres, il n'est pas anecdotique, évidemment, il peut nous emmerder, évidemment, il peut faire, voilà, c'est encore les écolos qui nous emmerdent. Mais non, c'est juste que ça va être un gros sujet des années qui viennent. Voilà, le plan d'urbanisme de l'Australie, c'est autour de la végétation. Le cas des États-Unis, regardez comment Los Angeles, qui a été la ville modèle, voilà. Aujourd'hui, Los Angeles, c'est un enfer dans certains coins, parce que le problème, c'est que l'arbre de Los Angeles, c'est le palmier. Et s'il y a un arbre qui ne fait pas d'ombre, c'est bien le palmier. Voilà. Et aujourd'hui, tu fais une lecture sociale de la ville à travers les quartiers d'ombre ou sans ombre. Voilà. La cartographie urbaine aujourd'hui aux États-Unis, elle est en train de se faire autour de la chaleur. Voilà.
Quand tu montres que ça commence à devenir un combat social et pas simplement un combat d'écolos ou de gens qu'on aime plus ou moins et tout ça, une emmerde, tout, non, c'est là encore, il va falloir intégrer dans une nouvelle contrainte. On a déjà intégré le numérique, on va prendre une nouvelle contrainte. L'arbre, il est en train de tout changer. Voilà. Et j'ai cru comprendre, c'est quoi, il y a eu hier un dîner, vous avez parlé d'une ville où il y a le plan Canopé, je ne sais plus, ici dans le... Non, c'est ça, c'est quelle ville ? Strasbourg, ok, d'accord. Bon, mais ces trucs-là, ça y est, ils étaient partout dans les pays anglo-saxons. Voilà. Comme moi, je me suis retrouvé au conseil scientifique de la Solidéo quand on a travaillé sur le village olympique. Le mec, donc, on avait un conseil scientifique, c'était 2016-2017. On a travaillé sur le scénario, c'est quoi vivre en Ile-de-France quand 4 mois de l'année il fait 40 degrés. Ben, le mec le plus intéressant que j'ai entendu en conseil scientifique, c'était le patron du Jardin des Plantes. Parce que le mec, il nous apportait des réponses que les polytechniciens techos n'apportaient pas. Là. Donc tu dis, ben, ouais, va falloir que j'écoute le jardinier maintenant. Quand tu sors Polytechnique, ça fait un peu mal, hein, mais c'est pas mon cas, hein, mais j'ai vu certains, voilà. Puis t'as le mec de Météo France qui t'expliquait certaines choses. Tu dis, ah oui, en effet, il va falloir qu'on change de grille de lecture pour penser à la ville. Voilà. Et parallèlement, quand tu regardes ce que regardent les gamins dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'urbanisme, toutes ces générations qui vont être en situation de pouvoir, moi je donne des cours à Sciences Po sur la procédure sportive, donc quand je vois leur rapport, voilà, c'est tous ces bouquins sur le sauvage, sur la nature. Baptiste Morisot, c'est leur star. C'est leur star, Baptiste Morisot. Voilà. Manière d'être vivant. Moi, j'adore ce mec-là, donc j'ai pas de problème avec ça. Quand je dis ça, hein, mais c'est plus des références politiques, c'est plus le marxisme, c'est plus la gauche à droite. Voilà. Les références, elles sont différentes. Et ils vont chercher des références qui sont le combat pour la nature, mais c'est plus du gauche-droite, quoi. Voilà. Pourquoi Michel Descola, pourquoi Latour, qui est mort, Bruno Latour est devenu une star depuis quelques années parce qu'il propose une autre grille. Pourquoi Philippe Descola, pas Michel Descola, Philippe Descola, anthropologue, aujourd'hui fait un succès? Parce qu'il propose une nouvelle vision, en disant avant il y a eu l'homme et la nature, aujourd'hui il va falloir repenser tout ça. Et puis c'est un phénomène mondial, hein, quand vous regardez les grilles. Voilà. Donc, est-ce que ça c'est une rue de main? Évidemment que c'est pas une rue de main. Alors quand on parle de réensauvager la ville, par pitié, ne me sortez pas, parce qu'on me l'a sorti plusieurs fois, donc maintenant je règle le problème, hein, j'ai mis ça. C'est pas ça dont je vous parlais. C'est des révolutions urbaines émergentes, et je vais finir là-dessus, je vais être dans les temps. Il y a des villes et des façons de faire que j'adore, et notamment les façons de faire anglo-saxonnes et anglaises en particulier. Je vais vous montrer la réflexion qu'a engagée Londres, capitale historique de la révolution industrielle, de la première et deuxième révolution industrielle. Ils se disent, en gros, notre ville aujourd'hui, elle n'est pas pensable comme on l'a pensé pendant des siècles. Donc on va commencer par le terrain. On va analyser rue par rue, on va voir les animaux, la végétation, tout ce qui est en général balayé. Ils ne vont pas nous emmerder avec les petits oiseaux et les perrottères. Hein. Voilà. Bah, eux le font. Voilà. Ils emmerdent tout le monde. Et voilà, on analyse. Et puis après, bah, ils font quoi? Ils commencent à dézoomer. Et puis ils commencent à se dire, bah, on va pouvoir construire une nouvelle trame. Voilà. Donc entre les parcs et jardins, on va commencer à faire une trame verte, je ne sais pas si vous la voyez là, c'est-à-dire qu'on va commencer à penser des circulations. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la méthode, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pas du tout les méthodes qu'on connaît à Paris, je ne sais pas ce que vous vivez à Strasbourg, je ne connais pas, c'est le cas, mais c'est-à-dire qu'on commence à mettre des images un peu désirables. C'est-à-dire qu'on n'annonce pas, on va arrêter les voitures là. On commence à montrer qu'en fin de compte, le regard de la ville, il peut être différent. C'est ça qui est intéressant dans cette démarche. C'est-à-dire qu'on présente un ailleurs temporel, mais on dit, voilà, on peut faire ça demain. Et puis on se dit, à partir de ce moment-là, on peut réinventer un nouveau périph'. Mais on ne détruit aucun périph' là. Hein. On invente juste un nouveau périph', sur une nouvelle logique. De la verdure, des mobilités actives et tout ça. Donc on change de paradigme, on amène un nouveau... Mais on ne va rien détruire. Voilà. Et puis après, on va se dire, un living network, ça veut dire quoi? En fin de compte, on va prendre le plan référence des Londoniens, qui est le plan du métro. Simplement, on va refaire la carte. Et voilà, je vous l'ai zoomé. C'est-à-dire qu'on va faire une carte du métro, mais en disant, où est-ce que je peux utiliser le ferry, où est-ce que je peux faire du vélo, où est-ce que je peux marcher? C'est-à-dire que je fais une carte sur la carte. Et là, je peux commencer à construire un nouveau récit politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, tu présentes, pour le cas de Strasbourg, ça serait intéressant à faire, c'est, en fin de compte, le mettre en désir. Et là, les gens se disent, oui, en fin de compte, c'est pas si dramatique ce qu'ils font. Voilà, on peut basculer, parce qu'il y a autre chose. Et là, ta ville, tu peux la faire basculer. Voilà. Et puis après, tu dis, on va aller jusqu'au bout. C'est qu'en fin de compte, on va inverser la référence. Là où la référence, elle était le béton, l'acier et tout, la référence demain, on va dire, l'ambition, c'est de faire de la ville un grand parc. Alors eux, ils ont une tradition avec les cités-jardins, tout ça, les Anglais, ceux qui ont inventé ça au 19e, parce qu'il y avait des industries, ça polluait, donc il fallait que les gens soient en forme, donc on a inventé la cité-jardin pour qu'il y ait de l'aérien. Mais vous voyez comment on change. Et on se dit, notre plan stratégique, c'est de faire la ville plus sauvage. Et là, on va dire qu'on décale le débat. On va chercher des références de bouquins, les trucs de Morisot et tout. C'est-à-dire qu'on voit que ces gens-là qu'on ne regardait pas deviennent au cœur aujourd'hui d'un nouveau projet politique.
Je prends pas position par rapport à ça, mais je dis, ben là, il y a un nouveau discours qui émerge là. Il est où ce niveau de discours aujourd'hui en France? Moi, je ne le vois pas. Et c'est ça que vous, en fin de compte, c'est pour ça que vous êtes dans cette situation aujourd'hui un peu compliquée. C'est-à-dire que l'ancien modèle est en train de mourir et personne ne raconte la vision, ne donne de vision du nouveau modèle. Donc ça va geindre. Voilà, c'est ce qu'on entend les pleureurs du milieu de l'immobilier depuis 15 jours. Ils ont payé leur Pinel. Voilà. Mais ils ont fait quoi depuis plusieurs années? Ils ont fait quoi? Ils se sont bougés les fesses? Non. On va pas pleurer sur eux, ils se sont mis bien quand même plein les fouilles, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc il n'y a pas de sujet. Voilà. Donc voilà. Et la question, et je finirai là-dessus, je suis dans les 5 minutes, j'ai même mis moins, je pense. Il est où le nouvel habitat qui correspond à cette révolution? C'est un peu ça la question. Voilà. Et j'ai pas de réponse, mais en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci de votre écoute. Alors, merci François. Donc on voit bien effectivement que on oppose nos gouvernants opposent la maison individuelle, le collectif. On s'oppose entre nous au niveau de la ZAN, au niveau du verre, au niveau de tout ce que tu as dit. Et pour effectivement dynamiser cette table ronde, alors je pense qu'il y a une petite installation à faire. Donc je vais vous laisser 2 minutes. 1 minute pour vous installer. Et donc, je vais inviter Cédric Simonin, président du groupe Trianon Résidence et du groupe Vialis, promoteur, François, promoteur, bâtisseur, et Stéphane Georgentoum, qui est effectivement co-dirigeant du groupe Sovia depuis 15 ans. Le groupe Sovia, aménageur foncier et promoteur immobilier, donc un promoteur. Encore. Donc là, ils vont te chahuter, mais c'est bien. C'est pour ça qu'effectivement, je souhaitais organiser cette table ronde de cette manière-là. Et donc du coup, ben, messieurs, ça s'installe et on va pouvoir passer à notre table ronde. Merci en tout cas d'être chez nous, avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, juste attention, roulette, ça pied. C'est bon, les micros. Il va allumer, il va mettre en marche les micros. Donc l'idée, bien sûr, c'est que Cédric et Stéphane réagissent aux propos de François. Après, effectivement, il y a aussi la salle qui pourra réagir. Donc on va parler de la ZAN, on va parler de la notion de propriété, on va parler aussi du logement abordable et qualitativement. Parce que là aussi, hein, tous ces rêves, tous ces changements de matériaux, le verre, le changement de la ville, la déconstruction, la reconstruction, le changement de destination, ça aura des coûts. Donc, mais quelque part, il faut quand même pouvoir que la majeure partie des 70 millions, 75 millions de Français en 2040 puissent se loger et avoir une vie et l'habiter. Donc là aussi, comment effectivement le logement abordable, le bail réel et solidaire. Est-ce que propriétaire, c'est encore une notion qu'on va avoir dans les 10 prochaines années? Est-ce qu'on ne consomme pas le logement différemment? François a abordé l'hôtel, donc on verra bien. 2050, la courbe démographique devrait s'inverser. Donc, quid? Est-ce que c'est 500 000 logements qu'il nous faut par an? Est-ce que c'est 200 000 logements? Qu'est-ce qu'il nous faut réellement dans les années qui viennent? Là aussi, hein, ça interroge par rapport à notre profession, le volume et à tout ça. Et quels seront effectivement les bâtisseurs demain, hein. J'ai discuté effectivement avec quelqu'un qui me disait, mais demain, c'est potentiellement les sanitaires ou les électriciens qui seront les principaux acteurs et les gros œuvres seront les sous-traitants des sanitaires et électriciens. Là aussi, il me dit ça, alors ça peut interpeller, mais là aussi c'est peut-être une réalité. Donc voilà. Et logement, 2 tendances contradictoires, on en parlait, le diffus, le pas diffus, le village, et voilà messieurs, le plat du jour d'aujourd'hui. Cédric, si tu veux bien commencer. Oui. Alors j'ai pris
pas mal de notes sur votre intervention. Je trouvais des choses qui étaient très intéressantes. Alors il y a des choses qui piquent un petit peu, qui ont sûrement une explication. Alors j'ai noté, je vous le lance en bouquet, donc ça n'a pas bougé depuis 200 ans. Les promoteurs n'ont aucun intérêt à innover et je vais rebondir là-dessus parce que je suis assez d'accord avec vous, malgré peut-être ce que les gens dans la salle pensent. Le rapport au travail, beaucoup, et le lien avec le logement, le télétravail. J'ai noté aussi alors quelques bonnes idées de promoteurs américains. Bon, on verra si dans nos villes moyennes et nos campagnes ça marche aussi. Bref, il y a une multitude de choses qui sont extrêmement intéressantes. Pas toujours possible d'implémenter partout, c'est vrai, ce qui est vrai pour les grandes villes du monde ne sont pas forcément vrais partout. Peut-être juste pour lancer le débat sur cette notion d'habiter, et il y a une notion d'innovation qui est sous-jacente à tout ce que vous avez dit, puisque effectivement on a assez peu innové, et c'est peut-être la direction qu'il faudra prendre pour faire évoluer l'habitat. Si je prends, vous êtes un spécialiste aussi des mobilités, si je prends le monde de l'automobile et le monde du logement dans les années 70, il y a un rapport financier qui est quasiment identique à celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, une voiture des années 70, je prenais une Ford par exemple, c'est à peu près 7 à 8 mètres carrés d'un prix d'un logement des années 70. C'est encore vrai aujourd'hui. Une voiture d'aujourd'hui, c'est 7 à 8 mètres carrés moyen d'un logement d'aujourd'hui. Alors finalement, si on prend du recul, il y a beaucoup plus de différence entre une voiture des années 70 et d'aujourd'hui qu'un habitat, un logement des années 70 et d'aujourd'hui. C'est ce que vous avez dit, et là-dessus on est totalement d'accord. Alors, on va dire comment ça s'est fait et pourquoi. En fait, l'écart qui s'est creusé, on s'est rendu compte que finalement pour l'industrie automobile, il y a deux axes. Un axe normatif, c'est-à-dire que les États ont fait évoluer les normes de sécurité, l'ABS et les airbags, etc., etc. Et puis, les constructeurs automobiles ont systématiquement implémenté les innovations dans les véhicules pour faire jouer le jeu de la concurrence. Donc les GPS, la climatisation, etc., etc. Si on prend le même rapport par rapport au logement, l'État a aussi beaucoup œuvré pour faire évoluer les normes, et beaucoup plus depuis 2010, avec la RT 2012, sur des normes qui sont liées essentiellement à... Alors il y a les normes de sécurité, comme les normes parasismiques, et puis il y a les normes qui sont liées au confort, si je prends par exemple l'isolation thermique pour la partie logement. Et finalement, qu'est-ce que les constructeurs, eux, ont amené? Constructeurs, promoteurs. Là, je suis d'accord, assez peu de choses. Assez peu de choses, et ce qui peut être assez surprenant. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus exigeant pour sa voiture, en termes de confort, en tant que consommateur pour sa voiture, puisqu'on n'accepterait plus d'avoir une voiture sans climatisation aujourd'hui, qu'on ne l'est pour son logement. Alors je me suis posé la question, et je me suis dit, mais finalement, pourquoi? Et en fait, j'ai déterminé 2 points. C'est une différenciation entre les besoins et les attentes. Chez un consommateur, les besoins sont toujours exprimés. J'entends une surface, un prix, un lieu d'habitation, éventuellement une prestation, c'est-à-dire un descriptif. Ça, lorsqu'un consommateur vient acheter, il l'exprime systématiquement. Les attentes, jamais, ou quasiment jamais. Alors qu'est-ce qu'on appelle les attentes? Ce sont les attentes qui sont liées au confort acoustique, au confort thermique. On en parle, mais assez vaguement. Il faut vraiment provoquer la communication, la conversation, pardon. On vient assez peu sur les attentes qui sont liées à la santé. Les attentes sont assez peu exprimées, pardon. Lorsque je parle des besoins, j'ai souvent une relation pour le professionnel à court terme. Je fais souvent le lien entre les besoins ont un rapport assez direct avec celui du prix. D'accord ? Si je raisonne par rapport aux attentes, je raisonne plutôt par rapport au bien à une certaine notion de valeur. Quand on raisonne par rapport au prix, on a plutôt une notion court-termiste. Qu'est-ce que je peux vendre rapidement aux besoins qui sont exprimés? Si je raisonne valorisation d'un bien, je raisonne plutôt sur le long terme. Et si on vient sur la notion d'innovation, l'innovation, elle ne s'implémente que sur le long terme, avec en plus un temps qui est long. Donc finalement, qu'est-ce que l'on doit combattre au quotidien quand on est constructeur-promoteur? Parce qu'effectivement, c'est pas aussi simple que ça. Ça paraît simple de dire il suffit juste, il n'y a qu'à faire pour que ça se fasse. Non, il y a énormément d'acteurs qu'il faut entre guillemets contraindre, et j'utilise le mot de contraindre. Parce que finalement, bâtir, c'est un acte politique, c'est un acte militant. Et militer, c'est combattre. Et qu'est-ce qu'on combat? On combat des préjugés que l'on a vus là pendant 1 heure. Alors des préjugés que l'on retrouve au niveau des élus,
que l'on retrouve au niveau des consommateurs, que l'on retrouve autour de toutes les parties prenantes, architectes, etc., que l'on peut avoir. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'en fait, vous avez cité Bouygues, des grands noms, que je respecte parce que ce sont comme de grandes entreprises, ce sont comme de grands noms. Alors, on aime bien les embêter parce qu'on aime bien taper un peu sur les puissants. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais j'ai beaucoup de respect pour les entreprises. Eux, ce sont des gens qui sont extrêmement innovants, comme nous on peut l'être, pour certains de la profession. Mais ils ont du mal à convaincre. L'innovation, ça a un coût. On a parlé d'écologie. Il n'y a pas d'écologie sans économie. Vous avez montré les bâtiments qui viennent des États-Unis, avec une conciergerie, les salles de sport, etc. Je l'ai fait. Mais ça a un coût. C'est un coût qu'on ne retrouve pas dans la valeur logement immédiate, pris au mètre carré, puisque c'est une partie commune. Les Américains n'ont rien inventé. Les buanderies communes, ça se faisait en Suisse, ça se fait en Norvège, ça se fait dans les pays scandinaves, les salles de sport aussi. On a réussi à les implémenter. Mais la bagarre que j'ai, c'est auprès d'un élu. Laissez-moi densifier, laissez-moi construire ce que j'ai le droit de construire, que ce que vous avez, vous, autorisé à construire. Je peux densifier un peu plus, j'amortis ces éléments-là, qui sont des éléments de confort, qui répondent donc aux attentes, si vous m'avez suivi, des gens. Besoins non exprimés. Je n'ai pas un seul consommateur qui vient me voir en disant « Oh là là, je serais tellement sensible à la qualité de l'air intérieur parce que mes enfants sont allergiques. » Jamais j'ai vu ça. Ça fait 10 ans que je fais la qualité de l'air intérieur, expert auprès de l'ADEME, on fait des conférences, on a écrit un livre pour les nuls, mais les gens, c'est pas quelque chose qu'ils viennent voir. Il n'y en a pas un qui m'a dit « J'aimerais tellement avoir une salle de sport ou une buanderie commune. » Avec tous les avantages que ça peut avoir. Donc, convaincre les élus, pouvoir construire ce que j'ai le droit de construire pour pouvoir faire de l'innovation. Mais après, l'élu va nous dire, mais vous faites tous la même chose. Oui, mais laisse-moi faire ce que je veux. Et puis après, convaincre le consommateur que c'est un élément de valorisation de son patrimoine, qu'il ne verra pas sur l'instant, le prix, le court terme, qu'il verra sur la valeur, le long terme. Et on y viendra après, la conscience écologique va dans le sens de la valorisation du patrimoine. Voilà. Petite introduction par rapport à... C'est un peu long. Non, c'est très bien. Et effectivement, ça peut, effectivement, et Stéphane va rebondir dessus, et c'est un sujet qui veut aborder et qui porte, c'est effectivement de tordre le cou à la ZAN, mais dans le sens, qu'est-ce qu'on peut faire avec la ZAN, Stéphane? Oui, rebonjour. Donc effectivement, juste, j'ai aussi relevé, les promoteurs n'ont rien fait depuis 10 novembre, depuis 200 ans. J'ai aussi relevé souvent Bouygues Nexity. Je ne sais pas s'ils sont sociétaires de la CAM ou pas, Bouygues Nexity. Parce que peut-être il n'y a plus. Jamais d'ailleurs. Et j'ai aussi relevé ce que vous avez dit à la fin. Vous avez fait énormément de constats finalement, mais j'ai relevé que vous avez dit j'ai pas vraiment de solution. Donc ça nous rassure quand même parce qu'on n'est pas si nul que ça si on n'a pas de solution non plus, quoi. On en a un peu quand même, Stéphane. Oui, mais enfin bon. Ok, donc juste le ZAN, c'est pas un gros mot, c'est zéro artificialisation nette. Alors effectivement, aujourd'hui, tant qu'on n'est pas vraiment contraint, je pense que ce sera difficile, que ce soit pour les promoteurs ou les aménageurs, d'effectivement changer et de faire des choses innovantes. Donc là, le ZAN, clairement, je pense que va faire en sorte qu'on sera obligé, parce que sinon on ne pourra plus construire, on ne pourra plus rien faire, d'innover et de faire des choses différentes. Donc d'où vient le ZAN? La Convention citoyenne qui a été donc installée par Emmanuel Macron il y a quelques années, je ne sais pas si ça vous parle, donc 150 citoyens tirés au sort, a priori tirés au sort, qui ont planché pendant 2 ans et qui ont fait un certain nombre de propositions, 150 propositions, sur plein de sujets, hein, pas seulement sur l'urbanisme, mais sur les cantines scolaires, sur le transport, sur l'habitat, sur l'urbanisme. Et ça a donné ensuite une loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience, qui a été donc votée en août 2021, qui a repris, je crois, 90 ou 95% des propositions de cette convention citoyenne. Et dans cette loi climat et résilience, il y avait donc le ZAN, le zéro artificialisation nette. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a pris la date de 2021, on a regardé ce qu'on a consommé en espace 10 ans avant, entre 2011 et 2021, et l'objectif c'est que d'ici 2031, on divise par 2 cet espace consommé. Et d'ici 2050, en 2050, on ne pourra plus consommer d'espace pour construire, pour imperméabiliser, construire des routes. C'est pas uniquement l'habitat, hein, et l'urbanisme, c'est les routes, c'est les supermarchés, c'est tout ça. Voilà. Donc le zéro artificialisation nette, ce sera en 2050. On pourra toujours construire, mais il faut qu'on désartificialise par ailleurs.
Voilà, effectivement, donc la ZAN, donc ça veut dire clairement que... Donc tu es en train de dire 2050, on est tous au chômage, c'est ça? Non, ça veut dire que clairement, effectivement, on est tous au chômage si on ne fait rien et si on n'innove pas. Donc là, on sera, comme vous avez dit, pendant 200 ans, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de vraiment réfléchir parce que tout se passait bien, parce que les gens, ils avaient un certain modèle pour habiter. Hein. J'ai aussi retenu ça. D'où on sait que le Français, a priori, il aimerait bien habiter une maison individuelle, mais vous avez dit. C'est pas vrai, enfin il n'y a plus de Français, ou je sais pas, enfin voilà. En tout cas, il n'y a pas de modèle. Il n'y a plus un modèle effectivement du français, mais c'est vrai que, mais je pense quand même que, je ne sais pas combien dans la salle habitent une maison individuelle, je pense quand même que globalement, moi je suis donc aménageur ça veut dire quoi? Je fais du foncier, on vend des terrains pour que les gens construisent des maisons individuelles, et en fait les gens veulent encore des maisons individuelles, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, par contre, moi je suis plutôt un aménageur de campagne. Donc on va dans les petites communes autour de Strasbourg, autour de Colmar, autour de Mulhouse. Et dans la plupart des communes dans lesquelles on va, le maire me dit, bon bah ok, vous êtes en train de faire une zone là, c'est une zone 1A1, une zone aménagée. Il me dit, bah c'est la dernière zone. Après c'est fini. C'est fini. On ne pourra plus faire des extensions, hein, ZAN, zéro artificialisation nette, plus d'extensions. On ne pourra plus faire d'extension dans ma commune. Donc je fais un aménagement où je fais peut-être 10-15 parcelles. Alors c'est plus effectivement 10 ou 15 maisons, il y aura de la maison en bande, il y aura un peu de collectif et de la maison individuelle, mais après c'est fini. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment on va pouvoir encore quand même construire des logements? Parce que jusqu'à 2050 il en faut quand même. Eh ben, votre voisin qui a une maison, le jour où il la vendra pas forcément à quelqu'un d'autre pour qui va habiter sa maison, il la vendra à un promoteur qui lui-même va construire un collectif, un immeuble. Donc évidemment tout le monde va râler autour parce que j'avais une maison, maintenant j'ai un collectif, donc j'ai plus de vue, j'ai que de l'ombre et tout ça. Mais en fait c'est quand même ça le modèle. Je pense que par la suite, la maison individuelle, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une ministre du logement qui a dit que la maison individuelle était morte, et ben je pense que c'est quasiment le cas. En Allemagne, on construit quasiment plus de maisons individuelles, enfin c'est très rare. Je pense qu'effectivement, en France, il y en aura de moins en moins. Un petit exemple tout simple, aujourd'hui on parle de densité, ça vous parle de la densité, c'est un nombre de logements en hectare. Avant on ne parlait pas de densité, hein, c'est-à-dire on construisait sur 10 arts de terrain, donc 10 arts 1000 m², par exemple. Aujourd'hui, même dans les petites communes, la plus petite commune en Alsace en tout cas, c'est minimum 20 logements à l'hectare. Colmar c'est 50, 60, Strasbourg ça doit être 100. Donc vous prenez 1 hectare de terrain, vous aménagez des rues, ça comprend à peu près 20%, donc il me reste 80 arts de terrain. 80 arts de terrain, 20 logements à l'hectare, ça me fait 4 arts par maison. Voilà. Donc ça veut dire clairement, par la loi, je ne peux plus faire de la maison individuelle. Donc évidemment, on ne fait pas forcément que des maisons de 4 sur des terrains de 4 arts, on fera des maisons sur des terrains de 6 arts ou 7 arts, on fera des maisons en bande et on fera du collectif. Mais clairement, c'est ça la ZAN. Et quand vous parlez de 50 logements à l'hectare, à Colmar par exemple c'est le cas, 50 logements à l'hectare, je reprends mon même exemple, ça fait moins de 2 arts, entre 1 art et demi et 2 arts par maison. Donc évidemment, on ne fait plus de maisons, on fait des maisons en bande ou du collectif. Mais tu disais qu'effectivement, c'est-à-dire qu'après, mais tu disais que la ZAN, en fin de compte, il faut le prendre aussi pour une opportunité. Et si je rebondis par rapport à ce que disait François Bélanger, c'est quoi l'habiter, les prestations qu'on va offrir sur un hectare avec, comme tu disais, 80, 50 logements? C'est quoi? C'est comment on va organiser tout ça pour toi? Ben aujourd'hui, clairement, il ne faut plus faire uniquement du logement. Comme vous avez dit, maintenant les gens, il y a le télétravail. Les gens, certainement, vont rester chez eux. Donc là, aujourd'hui, on ne fait plus que du logement. On ne fait pas uniquement du logement. Il faut absolument faire autre chose. Il faut essayer de ramener les services, ramener une boulangerie, parce que le pain, les gens ils aiment quand même encore aller acheter du pain. On essaie de ramener une boulangerie, on essaie de ramener effectivement salle de sport, très important. Là on est en train de faire des bureaux actuellement. Quand on a demandé à nos salariés, tiens, qu'est-ce que vous voulez, une des premières réponses c'est une salle de sport pour pouvoir faire du sport entre guillemets. Et on voit aussi le développement des laveries de nouveau. Effectivement, il y a une mutualisation de plein de choses. Il peut y avoir une mutualisation des parkings à Strasbourg. On raisonne en nombre maximum de parkings. C'est-à-dire on n'a pas le droit de faire plus de parkings qu'un certain nombre, je crois que c'est 1 par logement, voire même moins. À Colmar, c'est l'inverse.
On raisonne par un nombre de parkings minimal. Donc quand on fait une opération à Colmar, il faut minimum entre 2 et 3 places de parking par logement. Et à Strasbourg, c'est l'inverse. C'est maximum. Cédric, tu voulais rebondir par rapport à la ZAN ? Oui, la ZAN, clairement, c'est une opportunité de réinventer et de repenser la ville, le logement, l'aménagement du territoire, première chose. 3 axes qui rabattent les cartes un petit peu. Un, le fait de penser que le terrain a toujours une valeur et prend de la valeur au fil du temps. Ça, c'est très ancré chez encore nos anciens, hein, des gens qui vendent le terrain, ils disent de toute façon, je garde mon terrain. C'est plus vrai. Parce qu'une zone peut être totalement déclassée et valait peut-être 20 ou 30 000 € l'art, vaut zéro du jour au lendemain, première chose. La deuxième chose, ça nécessite de densifier un peu plus les villes, parce qu'il va falloir construire, et ça fait le lien avec le troisième point. Là, est-ce que les élus, s'il y en a qui sont dans la salle ou qui nous écoutent, est-ce qu'ils ont le courage politique d'aller densifier un peu plus la ville ? Parce qu'on ne va pas refaire encore, on dit toujours construire la ville sur la ville, mais on l'a vu, et c'était une très belle démonstration, de reverdir la ville, c'est une nécessité. Et puis le troisième point, c'est on construit moins, si on ne densifie pas plus, le logement va coûter plus cher. Donc on va venir sur la thématique du logement abordable, parce qu'aujourd'hui il y a une notion économique qui a été quand même assez peu évoquée pendant cette heure-là. Il faut encore pouvoir se payer son logement. Donc là, moins de logements, il y a toujours un besoin, on va le voir par rapport à la démographie, mais pas que, mais il y a encore besoin de logement, et donc le logement va toujours coûter un peu plus cher. Et donc du coup, tu voulais aborder effectivement la propriété. Est-ce que ça va être encore une notion ? Et on a discuté lors de la préparation, la propriété, être propriétaire. Alors, on a entendu beaucoup de choses. J'ai réussi à sortir une stat sur la notion de propriété. Je vous donne deux stats. C'est 44% des Français de 18 à 34 ans vivent chez leurs parents. C'est 73% chez les Grecs et 30% chez les Allemands. Pour ceux qui ont des grands-enfants, c'est long, 34 ans. La deuxième chose, c'est que depuis 2020, post-Covid, le désir d'accès à la propriété s'est accru chez les 18-34 ans, pour 85%. Donc on a souvent entendu, les jeunes veulent utiliser, etc. Mais l'usage, c'est la notion de location, elle existe depuis la nuit des temps en immobilier. Hein. Les jeunes veulent devenir propriétaires. Parce que la notion de propriété, c'est pas juste la notion d'habiter. Il y a, je ne reviens pas sur la pyramide de Maslow, mais il y a une notion de sécurité forte. Et on l'a vu avec les gilets jaunes et les retraites. Le Pinel, on en dit ce qu'il veut. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Il n'y a pas besoin de perfuser cette profession. Sauf que elle a été habituée à ça, à la perfusion. Et on a retiré la perfusion du jour au lendemain. Donc là, je peux vous dire que ça secoue un peu. La notion qui est importante chez nous, la construction, c'est un temps long. Construire une opération, une maison individuelle, il faut entre le permis et puis la fin de la construction, c'est 18 mois. Mais pour la construction, c'est 4 ans. Donc il faut, on commence à minimum. On commence et pour 30 lots, hein, c'est pas une tour, on n'est pas à Dubaï. Hein. Donc pour faire 30 lots. Donc on pense aujourd'hui une opération qui se livrera en 2026, 2027, 2028. Comment vous voulez qu'avec une vision court-termiste du gouvernement en disant maintenant ça s'arrête, mais c'est ça qui secoue. Tout le monde chouine parce qu'on dit mais les gars, vous auriez pu nous préparer. Dites-nous dans 3 ans, 4 ans, ça s'arrête et on est prêt. Qu'est-ce qu'on a fait avec le net zéro ? On dit 2050 net zéro. On a le temps de se préparer. On a le temps. Mais par contre, tu disais aussi quand on a préparé cette table ronde, certains politiques, propriété égale immobilité. Parce qu'effectivement, vendre son logement, ça prend du temps. Il faut, si on veut se déplacer dans une autre ville, dans un autre département ou en France, on est propriétaire, il y a une forme d'immobilité, d'accord ? Et il y avait une deuxième notion aussi par rapport effectivement à la volonté du gouvernement actuel de tourner les Français vers l'investissement, l'entrepreneuriat, les finances, les industries, tout ça, c'est que quelque part si on mobilise beaucoup d'argent pour le logement et pour effectivement les investisseurs, on ne mobilise pas pour l'industrie et la réindustrialisation. Les équipes du gouvernement Macron nous ont dit quoi lors du le premier quinquennat ? Ils disaient l'immobilier, parce que c'est vraiment, s'il y a une thématique qui n'a pas été traitée, alors dans le premier présidentiel, la deuxième aussi, c'est la notion du logement. Bon, première dépense des Français d'ailleurs. Hein. Donc quand on parle de pouvoir d'achat, je rigole. Mais bref. Donc, si vous voulez, ils nous disent quoi ? Ils nous disent l'immobilier, pour nous, c'est pas un enjeu. Parce que, les gens qui veulent acheter, ils thésaurisent. C'est que pendant des mois, des années, ils mettent de côté. C'est de l'argent qui ne va pas dans l'économie. La deuxième chose, c'est qu'ils partent sur un crédit sur 20 ou 25 ans. Là, pareil,
c'est 33% d'endettement, c'était parfois un peu plus, mais là c'était bloqué. Donc c'est de l'argent encore qui est bloqué, qui ne va pas dans l'économie. Et puis le deuxième point, c'est qu'ils estiment que lorsqu'on est propriétaire de son logement, on est devenu soi-même immobile. Et par rapport au marché du travail, ça leur pose un grand souci. Parce qu'il est vrai que quelqu'un qui est propriétaire de son logement, il cherche un emploi qui est dans les 20 ou 30 kilomètres autour de son métier, et ils estiment que ça empêche la mobilité, donc d'avoir une espèce d'économie qui est très agile, liée à la thésaurisation et au manque de mobilité des gens qui deviennent propriétaires de leur logement. François, par rapport à cette idée. Non, mais là encore, on est dans une difficulté, c'est-à-dire qu'on utilise des mots anciens. C'est-à-dire que quand on dit les jeunes veulent être propriétaires, c'est plus propriétaires comme leurs parents. C'est-à-dire que c'est propriétaire, ce que les gens de Leroy Merlin appellent la consommation immédiate. C'est-à-dire, en gros, je vais être propriétaire parce que c'est con de payer un loyer. Voilà. Mais c'est pas propriétaire pour 20 ans. Si aujourd'hui on parle de l'explosion du bricolage, c'est pas le gros bricolage, c'est le bricolage immédiat. Voilà. Même le président de la chambre syndicale du bricoleur m'avait dit sur 100 bricoleurs, tu as 95% de bricoradeurs. C'est-à-dire que tu bricoles, c'est pas pour le plaisir. Hein. C'est du pipeau le plaisir, bricolage. Ça emmerde tout le monde le bricolage, faut pas pousser. Enfin, à part les 5 mecs qui adorent ça, quoi. Mais et pourquoi les femmes bricolent? Parce que leurs mecs bricolent pas, quoi. Donc voilà, donc c'est ça le truc. Non mais c'est-à-dire que il y a des moments où quand on aborde l'habitat, un moment, ça serait bien de faire plus de sociologie et arrêter d'être dans des postures. Je dis pas ça par rapport à vous, hein, mais d'aller écouter la prochaine année, inviter les gens d'IKEA et de Leroy Merlin. Vous allez voir comment ils vous parlent de l'habitat. Je peux vous dire, c'est qu'ils vous disent en creux ce que les gens de l'immobilier ne font pas à travers le mobilier. Vous voyez, ils vous donnent en creux. Et ça, c'est eux. Enfin, moi, les trucs les plus intéressants que j'ai entendus c'est pas un architecte qui me raconte ça. Et c'est en fin de compte, c'est-à-dire c'est comment aujourd'hui on n'est probablement pas assez sociologue et on est plus dans des logiques professionnelles. Donc on dit il veut être propriété. Oui, mais c'est pas propriété comme avant. Voilà. Et quand vous disiez tout à l'heure la voiture elle a innové. Oui, elle a innové parce qu'ils ont été ils ont été sociologues. Lévy quand il arrive quand il prend le pouvoir de Renault dit arrêtez d'être mécano les mecs. Faites-moi de la sociologie. C'est qu'est-ce que veulent les Français. Et là c'est la grande créativité, la R5, la Twingo et tout parce que on comprend que la voiture c'est pas le modèle de la voiture qui doit s'imposer au mode de vie, c'est la voiture qui doit être le reflet des modes de vie, là, donc la deuxième voiture, enfin bon, tous ces outils-là. Voilà. Il est où? Donc il est capable de faire un nouveau récit face à Renault, où petite voiture, peu du numéro, grosse voiture, gros numéro, qui était assez basique. Hein. D'un côté, il y avait de la finesse, et de l'autre côté, il y avait de la hiérarchie. Voilà. Ce qui explique l'avance de Renault à une époque face à PSA. C'est qu'ils avaient été en rupture. Qu'est-ce qui fait le succès de Nike en 77? C'est qu'ils disent, ils ont compris qu'il y a eu mai 68, que le sport va changer, et c'est just do it. La culture Adidas, c'est la gagne, la médaille, tout ça. Ils disent, just do it, mon gars, fais ce que tu veux. Mais c'est ça le succès Adidas. Alors, et jamais les Nike ont été meilleurs que les Adidas. Simplement, il y a eu un récit. C'est quoi le problème du logement aujourd'hui? Il est où le nouveau récit? Ensuite, la contingence viendra. Le fric, il y en a plein partout du fric. Justement, en parlant du fric, il y en a plein. Il y en a plein partout du fric. Stéphane va nous parler effectivement du logement abordable et qualitatif. Et tu souhaites aborder le bail réel et solidaire. Stéphane? Oui, effectivement, on parlait de la propriété. Aujourd'hui, faire des logements abordables, enfin, je ne sais pas s'il y en a qui arrivent, je ne sais pas s'il y a des promoteurs dans la salle, mais en tout cas, c'est vraiment très très compliqué. Les coûts de construction, ils ont tout à exploser. Les normes, on a parlé de la RT 2012, mais il y a la RE 2020 qui est venue. Le foncier est beaucoup plus cher. Les normes environnementales également, dès qu'il y a un petit truc, c'est également très très cher. Et évidemment, depuis un an, il y a les taux d'intérêt qui ont augmenté. Donc effectivement, c'est très très compliqué de faire des logements abordables. Et en fait, je sais pas, les politiques qui disent tiens, on va faire des logements mieux, moins chers, plus abordables. Enfin bon, voilà, pour moi, c'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment inventer quelque chose d'autre. Alors, il y a peut-être une piste, c'est effectivement l'histoire du foncier. Est-ce que je dois réellement être propriétaire de mon foncier ? C'est sûr que quand on se lève le matin, on aime bien être chez soi. Si j'habite dans une maison, j'aime bien que mon sol m'appartienne. Mais peut-être que maintenant, ça va coûter trop cher et que ça va changer. Donc il y a effectivement quelque chose qui existe qui s'appelle le bail réel solidaire. On dissocie le foncier du bâti. Le foncier reste propriétaire d'un OFS, organisme foncier solidaire, et en fait les gens finalement ne sont propriétaires que de leur bâti et payent un espèce de loyer sur la partie foncière pendant un certain temps, et au bout de 20, 30, 40 ou je ne sais pas combien d'années, on peut commencer à acheter son foncier. Donc ça c'est une piste, effectivement c'est très très compliqué, il faut qu'il y ait un organisme foncier solidaire qui soit partie prenante, voilà. Mais je pense que il faut réinventer la façon d'habiter, le type de contrat, pour qu'on puisse effectivement faire quelque chose de moins cher, parce que sinon c'est impossible. Merci Stéphane. Et Cédric, on parlait de 2050, plus de logements. Par contre, d'ici 2050,
Quid du 3e, 4e, 5e, voire 6e âge? Habiter dans son logement, beaucoup de Français effectivement voudraient effectivement vivre ces derniers jours dans son logement. On ne peut pas construire autant d'EHPAD qu'effectivement. Donc là aussi, la ZAN, les logements, les EHPAD, tout ça, comment effectivement on va peut-être changer le nombre de pièces dans la maison parce qu'on vieillit, on change et tout. C'est quoi l'idée qu'on pourrait effectivement avancer sur le bien vieillir chez soi? Alors ça, c'est un enjeu de société, puisque depuis 2020, et pour la première fois de l'humanité, les plus de 65 ans sont plus nombreux que les moins de 5 ans. Donc que la population soit en vieillie, c'est pas nouveau. Et le rapport au logement, il a aussi évolué. Bon, il existe les EHPAD. Moi, j'ai un regard distancié par rapport à cette manière de loger nos anciens. Et puis, dans certaines cultures latines, enfin, en Italie, en Asie ou dans les pays du Maghreb, bon, vous verrez assez peu de gens dans les EHPAD, on les garde chez soi. Donc on a une culture un tout petit peu différente, mais qui est liée aussi à la difficulté aussi de se loger et d'avoir une certaine surface pour pouvoir loger en plus ces anciens. Donc finalement, il y a une réflexion qui est menée sur le fait d'avoir des logements qui soient évolutifs et transformables tout au long de leur vie. Enfin, de la vie des gens qui vont y habiter et de la vie du logement. Ça s'adresse aussi bien d'ailleurs aux jeunes qu'aux anciens. Et donc c'est vrai qu'on a un peu analysé la sociologie et c'est vrai que, je fais un clin d'œil à M. Bélanger, mais c'est vrai que les gens ont exprimé l'idée qu'ils voulaient mourir chez eux. Je le dis de manière assez brutale, mais c'est pour bien qu'on comprenne, c'est-à-dire le fait de vraiment de terminer ces derniers jours chez soi. Sauf que lorsque vous avez acheté un logement senior, alors j'espère que je ne blesse personne, mais à partir de 55 ou 60 ans, les enfants sont grands, le logement est moins adapté pour toute la famille, et puis on a envie d'avoir un logement avec un ascenseur, etc., beaucoup plus simple pour préparer ces vieux jours. Vous avez un pouvoir d'achat relativement donné. Ce sont souvent les gens qui achètent les derniers appartements. Ce sont souvent les seniors pour le collectif qui achètent les derniers appartements. Donc, quand tu dis le dernier appartement, c'est celui-là qui est le plus haut. L'attique, oui, ouais, qui est souvent le plus cher et puis parfois aussi souvent le plus grand. Donc ils arrivent à s'acheter une surface, on va dire une surface moyenne de 120 mètres carrés, mais peut-être que 15 ou 20 ans ou 25 ans après, l'un des deux décédé, est-ce que la personne qui reste dans ce logement a un logement qui est adapté de cette surface-là et par rapport à ses besoins? La réponse qui a été donnée, c'est non. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un grand dilemme, c'est que mon logement n'est plus adapté. Je paye beaucoup plus de taxes, le nettoyage, etc. Et puis, par contre, j'ai pris des habitudes de quartier. Mon médecin, ma boulangerie, comme l'a dit Stéphane, il y a plein de choses. Il y a une habitude de vie de quartier et même il y a une habitude de vie dans la résidence. Parce que s'il s'est créé du lien social en résidence, il y a une habitude dans la résidence. Donc ce sont des gens qui n'ont pas envie de partir et le logement n'est pas adapté. Donc toute l'idée, c'est dans les logements qui soient évolutifs et transformables, sur lesquels on peut les diviser, que ce soit revendu. Ça fait un complément de retraite, louer un complément de retraite ou loger un étudiant qui viendra donner deux, trois coups de main ou une aide à domicile. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce sont des choses que nous, on travaille, on a mis 7 ans à mettre en place quelque chose. On l'a fait, on a construit à Cernay. Mais lorsque je suis face à un élu, malgré les grands discours de début d'année, c'est quelque chose, ça ne fait pas la différence. Ouais, c'est une vraie frustration. Vraiment, j'entends, hein, c'est vrai que on peut dire les promoteurs. Mais caricaturer mais il faut caricaturer parce que c'est ce qui crée aussi le débat. Ça ne dérange absolument pas, mais vraiment pas. Mais il y a des gens qui essayent de faire bouger les choses. Ça n'est pas entendu. Ça n'est pas entendu. C'est une vraie frustration. Est-ce que la salle veut réagir ou quelqu'un veut faire des commentaires ou une question? Jean? Merci. Oui, un point important, effectivement, quand on parle du prix du logement, le problème c'est qu'en fait on finance deux choses, et du patrimoine et de l'usage. Et je pense que c'est un des gros problèmes et c'est pour ça que ça coûte cher. Vous avez fait la comparaison avec l'automobile. Aujourd'hui les gens paye plutôt uniquement l'usage. D'ailleurs, de plus en plus, ça se voit en leasing. Il y a la valeur résiduelle de la voiture qui permet, en plus, d'amoindrir le coût mensuel. Alors que dans le logement, on se fait du patrimoine. Et en plus, souvent, le patrimoine, en fait, c'est les héritiers qui le récupèrent. Hein. C'est-à-dire qu'on... Donc, je pense qu'on n'arrive pas à lisser. Et ce que vous disiez aussi, qui est assez intéressant, sur l'évolution du logement. On est jeune, on a envie d'un certain type de logement. Après, on a des enfants, il faut un autre type de logement. Indirectement, après, on est un peu assis, on a envie d'un peu de place, mais on commence à se dire à ses vieux jours. Et après, effectivement, il est beaucoup trop grand. Et si on lisse l'usage sur
la période de sa vie, à mon avis, on a largement les moyens. Si en plus on n'y rajoute pas le patrimoine, l'usage, on a largement les moyens de le financer. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qu'on place différemment. Enfin, je pense que le problème, c'est qu'effectivement, on mélange et du patrimoine et de l'usage. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais est-ce que finalement, c'est embêtant? Parce que quand je parlais de notion de sécurité, la notion de sécurité, je ne la vois pas sur la notion de danger corporel des biens et des personnes. Je parle de notion de se mettre en sécurité, soit sa famille. On l'a vu avec les gilets jaunes, la problématique de la retraite. Quand vous êtes locataire, même si vous êtes locataire de votre bien pendant 10, 15 ou 20 ou 30 ans, du jour au lendemain, le propriétaire peut vous dire « je récupère le bien pour ma famille, pour moi, pour le vendre » et vous vous retrouvez, il faut retrouver un autre logement. Mais quand vous avez vécu 20, 30 ou 40 ans, que vous avez 75 ou 80 ans, quelque part avec vos habitudes de vie, je l'ai dit, de votre quartier, mais vous tuez la personne. Et d'ailleurs, a-t-elle les moyens après de retrouver un autre logement? La problématique de la location en ce moment, elle est catastrophique. Donc ce que je veux dire par là, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez un peu thésaurisé, mis de côté. Dans quoi aujourd'hui vous metteriez de l'argent? À la bourse? Dans des obligations? Dans quoi vous mettez l'argent? Ou vous vous dites, j'ai une valeur tangible de quelque chose? L'or, oui, mais l'immobilier, la pierre, vous avez quelque chose de tangible. C'est une manière de se sécuriser soi, mais de sécuriser sa famille quand je ne suis plus là et ses enfants pour qu'ils aient une vie meilleure. C'est comme ce qu'on en aspire aussi pour ses enfants quand on a les enfants. C'est peut-être aussi une propriété différente. C'est-à-dire, à mon avis, c'est parce qu'on oppose effectivement propriété comme on le fait aujourd'hui et location telle qu'on la fait aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une propriété intermédiaire un peu différente, un peu... vous avez expliqué... si, effectivement. On est... À mon avis, il y a moyen peut-être d'inventer des financements, sécuriser les gens effectivement dans la capacité qu'ils auraient et qu'ils auront à continuer à habiter dans un lieu qui leur plaise, qui leur corresponde, mais différemment. Et notamment avec le patrimoine. En fait, souvent, le patrimoine, c'est uniquement pour les héritiers. Et en plus, souvent, ils sont taxés. Donc, ils sont obligés de vendre. Donc effectivement, aujourd'hui, je répète, je pense qu'effectivement, il faut imaginer quelque chose de différent et dissocier le foncier du bâti. Il y a un autre dispositif qui s'appelle le PSLA, je ne sais pas si ça vous parle, le prêt social location accession. En gros, je suis d'abord locataire et ensuite à partir du moment où je peux être propriétaire de mon logement, si je lève l'option, c'est encore quelque chose de différent qui permet aussi de bénéficier d'une TVA réduite. Tout ça pour que finalement mon logement coûte moins cher. Et je voulais rebondir là sur ce que tu disais, effectivement par rapport au quinquennat. Le premier quinquennat, je ne sais pas si ça vous parle, donc, enfin si ça vous parle certainement, donc l'IFI. IFI, il n'y avait plus l'impôt sur la fortune, c'est finalement l'impôt sur la propriété immobilière. Donc ça prouve vraiment que le gouvernement a dit, bon ben finalement tu mets l'argent dans la bourse, ou dans les SICAV, ou je ne sais pas quoi, ou dans l'économie, tu n'es pas taxé dessus, tu mets l'argent dans l'immobilier, à partir du moment où j'en ai un peu, 1 200 000, ben, tu es taxé. Et effectivement, ça prouve vraiment que pour le gouvernement Macron, c'est pas très important l'immobilier, c'est pas quelque chose de primordial. Alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas c'est évident. Oui, j'aurais une question pour Monsieur Bélanger. Je crois qu'on a utilisé à peu près toutes les unités de mesure possibles là. À court terme, les euros, à moyen terme, les mètres carrés, à long terme, la température, avec des échéances qui sont très court-termistes, c'est les bilans de nos entreprises, un peu plus longues en termes de temps, c'est la construction de la ville, et puis à terme, le réchauffement climatique. Avec tous les exemples que vous avez cités, ça prend combien de temps de faire une révolution ? Ça peut aller vite. Si on prend Haussmann, ça prend la décision politique qui arrive en 5 ans. Manhattan, ça joue sur 7 ou 8 ans. Les lancements, hein, je parle juste du basculement et de l'émergence d'un nouveau récit urbain qui va avec un nouveau récit économique, qui va avec un nouveau jeu d'acteurs. Là, on risque d'avoir un basculement très rapide quand on voit, et ça vous concerne vous directement, que dans certains pays, les assureurs refusent d'assurer l'immobilier en disant on vous assure pas parce que en fin de compte on ne sait pas faire les feux de forêt, c'est notamment au Canada où de plus en plus les assureurs refusent
refusent d'assurer l'immobilier. C'est des banquiers en Suisse qui refusent d'assurer les résidences secondaires au-dessus de 1200 mètres en disant il n'y aura plus de neige. Donc pourquoi vous voulez inviter dans de la pierre, puisque en fin de compte la richesse, enfin la valeur de votre immobilier aujourd'hui est liée à la neige et au ski, et que dans 20 ans, il sera dans la prairie, quoi, en gros. Voilà. Donc ça peut aller très vite. Ce qui manque, c'est le récit et le déclic politique qui s'engage. Parfois ça va même vite. Enfin, vous citiez la Convention citoyenne, elle a débouché sur une loi assez rapidement et qui vous met quand même, vous prenez toutes ces mesures-là dans la figure. Donc ça peut aller vite. Ce qui manque, c'est le grand récit aujourd'hui qui fait qu'on n'est pas juste dans la rustine, quoi. J'ai l'impression, moi, de voir à chaque fois que j'entends un ministre qui met un bout de rustine. Hein. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer le pneu et puis on met un autre pneu, quoi. Enfin, on change carrément de truc. C'est ça. Mais c'est ça, moi, que je ne vois pas émerger. C'est plutôt ça ce qui m'inquiète. Après, j'ai pas de doute sur la capacité. Enfin, je veux dire, on est quand même 5e ou 6e puissance mondiale économique. Je veux dire, on est 70 millions. Enfin, je dirais de l'argent. Il y a des investisseurs. Moi, je travaille pour le groupe Adia. Je veux dire, dès qu'il s'agit pour Abu Dhabi d'investir en Europe, en France, il n'y a pas de problème. On a une grande capitale mondiale, une des 10 capitales mondiales. On existe sur la carte. Les investisseurs industriels arrivent chez nous. Enfin, je veux dire, arrêtons de chouiner. Regardons. Voilà, on n'est pas au degré zéro, quoi. On a de quoi se débrouiller. On arrive dans les villes. Il y a des impôts, il y a des trottoirs. Enfin, ça marche. On a un pays qui marche globalement. Donc voilà, il manque juste le truc qui fait qu'on se mette en ordre de marche pour la nouvelle étape. On arrive tout doucement vers la fin de cette table ronde. Et justement, j'aimerais que la salle s'exprime. Monsieur, qui c'est qui peut... Attendez, voilà, je vais me déplacer, ça va être plus vite. Oui, Philippas. Alors, je ne vais pas réagir avec ma casquette de sociétaire de la CAM, mais plutôt avec ma casquette d'élu et d'adjoint à l'urbanisme de la ville d'Ilkirch. Alors, je ne vais pas réagir sur tout, sinon on est encore là ce soir. Parce que le débat est très long, je vais un petit peu réagir par rapport à M. Simonin, on se connaît bien maintenant, et par rapport à quelques observations qu'il a faites. Je crois que ce n'est pas forcément une question de courage politique, la densification. Quand je prends notre exemple de la ville d'Ilkirch, on a été élu par réaction de la population à la surdensification qu'avait fait l'équipe avant, et je dirais même le triumvirat Schiltigheim, Strasbourg, Ilkirch, qui avait en main le PLUI qui a été voté en 2016, si ma mémoire est bonne, et qui ont poussé à la densification. Et il y a une vraie réaction de la population aujourd'hui vis-à-vis de cette densification. Oui, c'est vrai, nous négocions, nous discutons avec les promoteurs pour qu'ils n'aillent pas au maximum du PLUI. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, y compris au ministre que j'ai entendu l'autre matin sur France Info, qui disait qu'il faut que les maires aillent à ce qu'ils ont accepté dans le PLU. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus la main. La ville d'Ilkirch n'a plus la main sur les hauteurs. On ne peut plus réviser le PLU pour rectifier ceci. Deuxième chose, zéro artificialisation nette. Je crois vraiment qu'il y a de quoi faire dans nos villes. Parce qu'il y a des terrains artificialisés avec des friches ou des terrains mal utilisés. Monsieur Bélanger a cité Auchan. Auchan, c'est tout près de mon bureau. Aujourd'hui, pour moi, Auchan, il occupe une surface très importante pour pas grand-chose, on va dire. Et je crois que c'est ces terrains-là, c'est ces sites-là qu'il faut viser pour aller vers la ZAN, parce que Auchan, Ilkirch, avec le terrain de Renault à côté, ils vont muter. Peut-être pas demain, mais dans 5 ans, 10 ans, ça va bouger. Et le centre commercial tel qu'il est aujourd'hui, c'est plus viable, c'est plus quelque chose on sait qu'il ne fonctionne pas. Troisième point que je voulais réagir, on a créé, c'est aussi un petit peu par rapport à ce qu'a dit M. Bélanger, on a créé dans les dernières modifications du PLU ce qu'on appelle des espaces plantés à créer ou à conserver au milieu des maisons, pour justement arrêter de construire partout, et aussi pour créer finalement cette ville verte. Vous avez des propriétaires qui se révoltent et qui vous disent « vous m'avez piqué de la valeur ». Payez-moi, vous, la municipalité, payez-moi le prix du terrain constructible que vous avez rendu non constructible en créant ces espaces plantés à conserver. Et alors, encore un petit point, cette semaine, on a présenté un projet de construction immobilière tout près de l'immeuble que vous avez construit à Ilkirch. La population a beaucoup de mal. La bataille qu'on a, elle n'est pas uniquement vis-à-vis des promoteurs, ce n'est pas les vilains promoteurs contre les élus. Il faut aussi convaincre la population qu'il faut qu'on continue à construire du logement. Dans le cas précis, en plus, on restitue une partie du terrain en espace vert.
Mais c'est très compliqué. C'est une bataille. C'est une bataille de l'élu qui passe parfois pour être de collusion avec les promoteurs pour construire, alors qu'en fait, on a besoin de logements. Et puis le tout dernier point que je voulais dire, et là je rejoins aussi M. Bélanger, on détruit aujourd'hui des quartiers des années 50 avec des bâtiments carrés, rectangulaires, tout ce que vous voulez, parce que ce sont des quartiers qui ont entre guillemets mal tourné. Et en fait, on les reconstruit les mêmes avec une plus belle architecture, mais sans rien changer. Et là, je rejoins votre idée, vous m'avez quand même interpellé avec votre idée de réfléchir le bâtiment autrement. On construit ça 1 kilomètre plus loin, et ma grande crainte, c'est que dans 15 ans, on ait les mêmes problèmes. Quand je suis arrivé à la municipalité, je n'avais pas cette expérience-là. Je croyais naïvement que quand on disait mixité sociale, c'était dans un même immeuble de 60 logements, on a 20 logements sociaux et 40 logements de propriétaires, mais c'est pas du tout ça. On a un bâtiment ou une cage d'escalier qui est réservée au social et le reste est réservé aux propriétaires occupants. Moi, j'appelle pas ça de la mixité sociale, mais je ne fustige pas par contre le logement social parce que beaucoup de gens ignorent aussi aujourd'hui que 70% de la population a droit au logement social et que c'est pas que les mauvaises personnes du Neuhof qu'on cite souvent d'exemple à Strasbourg qui foutent le bazar. Non, le logement social, c'est quelque chose qui doit vivre et qui peut bien vivre. Et moi, j'habite le privé, il y a aussi des mauvais comportements. Voilà les quelques observations que je voulais faire. Merci. On voit qu'effectivement le sujet est très complexe et compliqué effectivement à mettre en œuvre, mais on est là aussi tous pour construire et habiter demain. Et on doit effectivement trouver des solutions pour les 70 à 75 millions de Français dans les années 2050. On ne peut pas dire que les classer, ou alors il faut être honnête et dire voilà, bah, vous avez le droit d'habiter là, vous avez le droit d'habiter là, et là on va vers une vraie complexité sociale. Et on sait qu'effectivement si on ne construit pas de logement, avec effectivement tous les enjeux, monofamille, bien vivre chez soi, on va devoir avoir du logement, on va devoir avoir de l'habiter avec des prestations comme effectivement Stéphane, Cédric et M. Bélanger l'ont dit. Donc il y a une vraie révolution, une vraie mutation, et en plus on vit une mutation technologique, une mutation du travail. Enfin, je ne vais pas faire la conclusion, mais il y a quelqu'un qui veut aussi poser une question, mais voilà, autant qu'on engage le débat et qu'on construise demain. Ouais. Merci. Franck Merge, promoteur également, mais je voudrais juste aller dans le sens de ce que disait Cédric. Je pense qu'il a tout à fait raison, et on connaît bien Thibaut Philippe, le maire d'Illekirch. Mais les élus sont, comme nous, dans l'obligation de résoudre une somme d'équations contradictoires, de paramètres contradictoires. C'est-à-dire qu'ils doivent, en tant qu'élus, faire prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Et aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué. Il faut une ministre dont vous avez souvenance, qui n'était pas au départ considérée comme une grande ministre du logement, mais qui l'est devenue avec le temps malgré tout. En tout cas, c'est ce qu'on peut lui accorder. C'était Christine Boutin qui disait « Un maire qui bâtit est un maire battu ». Et c'est vrai depuis quelques années maintenant, et ce phénomène s'est accentué avec le temps, et depuis les élections de 2020, depuis les municipales de 2020, c'est devenu très très vrai. Et donc, quand on est maire aujourd'hui, comment on résout cette équation ? Comment on peut répondre à la demande de gens qui viennent en mairie dire « je cherche un logement pour mes enfants, je cherche un logement pour mes parents ». Je ne trouve pas dans la commune, monsieur le maire, vous n'avez pas fait votre boulot. Parce que ça devrait être normal aujourd'hui que je puisse continuer à habiter ma commune et que mes enfants puissent habiter non loin de chez moi. Et parallèlement, quand un promoteur va déposer une demande de permis construire sur un terrain constructible qui est prévu comme tel au PLU ou au PLUI, les mêmes personnes qui sont alors là voisins et qui prennent leur casquette de voisins et non plus leur casquette de clients, vont immédiatement en mairie voir le même maire pour lui dire « mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu as autorisé ça à côté de chez moi ?» Donc le NIMBY, le fameux « never in my backyard », vous faites ce que vous voulez mais pas dans mon jardin, c'est devenu aujourd'hui le phénomène sociétal le plus difficile à résoudre pour les élus. Thibaut Philippe, s'il n'est pas contre le logement, il doit être réélu, il veut être réélu, c'est normal. Quand on est maire, notre boulot c'est d'être réélu. Mais pour être réélu, on est censé en même temps répondre à l'intérêt général. Fournir des services publics, fournir du logement qui est un besoin prioritaire pour les Français, qui est un besoin essentiel, vital. Mais comment on résout cette équation ? Comment on est réélu en répondant à l'intérêt général alors que les gens changent de casquette en permanence ?
Il n'y a plus de notion d'intérêt général en France. C'est tout le problème, parce qu'il n'y a pas de vision de société. Quel projet on a vendu aux Français? Aucun. Merci pour ce témoignage. Allez, 3 minutes, 1 minute chacun, conclusion. Donc, ouais. Donc moi je voulais juste dire qu'effectivement le but c'était de savoir comment allait être le logement dans les années futures. Donc clairement il sera pour moi collectif, évolutif, connecté et sobre en ressources et en énergie. Merci Stéphane. Cédric. Ah, surtout avec moi derrière, c'est un challenge. Non, me prenez pas de mon temps. On a l'obligation maintenant de travailler au sein d'un écosystème, c'est-à-dire que travailler en silo, ça ne fonctionne plus. C'est vrai dans les entreprises et c'est vrai avec toutes les parties prenantes. Donc il va falloir déjà apprendre à se comprendre la problématique de l'autre, c'est ce qui a été dit juste avant, que l'autre comprenne notre problématique, n'essaye pas de fustiger, de juger, et ensuite co-construire ensemble. La notion de ensemble, c'est l'élément le plus important. Et puis je citerai John Kennedy en disant qu'il ne faut jamais se laisser abattre. Merci Cédric. François, par rapport à ce qu'on a dit, ce qui a été dit, par rapport à ta vision. Non, je ne veux pas rentrer dans le débat, je vais rentrer parce que le sujet c'est l'habitat et je faisais un parallèle l'autre jour, je ne sais pas comment ça m'est venu, mais je voudrais le refaire. C'est un moment, il y a Steve Jobs, vous vous souvenez, dans les années 2005-2006, Apple avait lancé des gros ordinateurs, vous savez, couleur bonbon, tout le monde s'extasiait. Et là-dessus, lui, il prend le pouvoir et puis il dit non, oh là là, et il nous sort un petit truc qui s'appelle le shuffle. Vous savez, qui est le petit truc où la musique était une clé USB juste à améliorer d'Apple. Puis après, le shuffle, ça va donner puis ça arrive le AirPod, et puis après, ça arrive au téléphone. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, le garçon? Il s'est dit tout d'un coup, en fin de compte, la mobilité au cœur des modes de vie, donc je vais arrêter le gros truc, je vais faire un truc plus simple, et puis je vais repartir de la base. Moi, la question aujourd'hui, c'est quand on parle de la ville, on parle d'un truc trop large. Pourquoi on ne fait pas la même stratégie à partir de l'habitat? C'est-à-dire qu'on revient à la cellule souche de la ville, en disant c'est plus le bureau, on voit qu'ils sont vides, et c'est l'habitat. Et à partir du moment, si tu veux, tu dis pas. En fin de compte, la ville, c'est un truc tellement lourd à gérer. C'est-à-dire pourquoi en fin de compte, c'est pas les acteurs de l'habitat qui disent, mais c'est nous qui faisons la ville, vous voyez, la carte de la ville, et on refait un récit de la ville à partir d'une logique de l'habitat. Je vais peut-être un peu trop vite parce que j'ai pas dedans, puis c'est pas encore forcément très clair dans ma tête, mais c'est comment tu bascules le truc, parce que dès que tu arrives sur de l'habitat, il y a des yakas, enfin tous les trucs qu'on connaît tous, voilà, et de se dire, mais en fin de compte, les mecs qui font du logement, est-ce que c'est pas ça le lieu de l'individu, c'est le logement? Moi, j'ai pas répondu en disant c'est peut-être la basket et le demande, mais c'est probablement l'habitat. Et de se dire arrêtons ces trucs-là et prenons nous les professionnels d'habitat, je ne sais pas qui ça peut être très vague, mais reprenons la cellule souche et refaisons un récit à partir des territoires du quotidien de ceux qui y habitent. Merci François. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on partage effectivement une forme de prospective, puis de constat et de prospective, et puis d'idées quand même pour demain. On voit que les enjeux sont colossaux, aussi bien environnemental, technique, technologique, numérique, digital, nos métiers. Hein. C'est quoi nos métiers on a vu, hein, c'est 5-7 ans, Haussmann, Londres, c'est quoi dans 7 ans nos métiers? Et donc du coup, je pense qu'aussi, on doit tous se poser la question, dans n'importe quel corps de métier qu'on ait, ou que ce soit les syndicats professionnels, tout ça, il y a un vrai débat. On a bien dit, ils vont travailler ensemble avec le jardinier. J'ai retenu, hein, le jardinier de Londres. Voilà, et comment on va travailler avec tous ces gens-là et ensemble. Et puis nous, la CAM, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait un certain nombre de salariés et le maximum qui soient là, c'est comment on va assurer, quels sont les risques de demain dans tout ce changement, cette mutation, cette révolution. Alors j'aime pas trop le mot révolution parce qu'en France, en général, révolution, on crame, on brûle, on tue. Mais bon, voilà, c'est la mutation qu'on est en train de vivre, qui a commencé déjà avant le Covid et qui s'accélère. Et aujourd'hui, on a les contraintes. Donc voilà. Donc travaillons ensemble et la CAM va devoir, à sa responsabilité, d'accompagner toute la profession de l'acte de construire dans ces mutations. Merci à vous.